Mephisto Red! Oh. Mephisto Red! Oh shit! Warpstone Glow! T'es pas prête, là. Ton Warpstone Tu m'as Glow, échappé. y a-tu un peu de Mephisto Red dans le fond? Pourquoi? Je sais pas, il y avait l'air d'avoir un point dans le fond. Ah non, c'est juste ton Ouais, spot C'est la de lumière. Ça Je pensais qu'il y avait un peu de Warpstone de Mephisto Red dans le fond. J'étais comme David, on a un problème. Ton verre a tourné. Hey, bienvenue au balado Soirée Peinture. Quel épisode qu'on est rendu, les gars? 113. 113. Je suis chanceux. Et qui dit 113 dit on s'est ennuyé de toi, Phil. Oh. Ben, moi, le David, là. Ok, un peu de toi, Kevin, là, même si t'es une personne à l'esprit borné qui a eu walk, là. Oh! Moi, je dirais authentique, mais tu peux dire borné. C'est correct. Je vais prendre l'authentique. On tient à remercier l'Abysse, fier commanditaire du podcast. Je vais dire tout de suite, avant qu'on l'oublie et qu'on se lance un peu là-dedans, là, on est un petit peu excités vu que Phil est de retour parmi nous. T'as-tu le temps d'écouter les derniers épisodes, juste savoir à quel point est-ce que tu sais qu'on a travaillé fort pour essayer de te retrouver? Ouais, je sais, mais je me suis dit que comme toi t'avais fait, ça valait pas la peine d'essayer de me retrouver, là. J'étais noyé dans mon sous-sol. On en parlera, là. Tu veux-tu tout de suite commencer le tour de table avec l'inondation? Ouais, ben c'est ça. Il y a des scavennes qui ont fait un trou dans les égouts dans le coin de chez nous, comme beaucoup de monde à Montréal. Fait que, autre que j'étais parti en vacances pour un bout, quand je suis revenu, il y a eu des belles inondations. Donc, mon espace de hobby, c'est pas juste parce que je suis écœuré de voir la face de Kevin puis je veux pas ouvrir ma caméra. C'est, j'ai plus d'ordi, il y a bien des affaires que, vu que ça a tout été nayé. Fait que, faut blâmer le nouveau dieu du chaos, le Great Horned Rat. Ils ont Gnoll dans... Le Scaventide s'est rendu dans mon garage. Tu vois, je dois avouer que Scaventide, dans le concept actuel des choses, Hein? une inondation Hein? chez vous, il est Hein? très très Pas fort. pire, hein? Jeu de mots français, anglais, Ouais. fantastique et d'actualité avec le sujet du jour. C'est dur de battre ça, là. Je te le donne. Mm. Je suis un peu Ouais, non, déçu. c'est ça. Ça pas une a référence été un de québécoise. mes gros problèmes dans mon hobby, puis ça va continuer à l'être pour un petit bout, mais c'est ça. On va trouver des moyens de faire des trucs. Mais, t'as fait du hobby la fin de semaine passée. Oh! Ouais, on a joué à Frostgrave. Ça fait longtemps qu'on avait dit qu'on voulait réessayer. Fait que, on est allé essayer une game chez Kevin avec notre ami Seb, la nouvelle édition, deuxième édition de Frostgrave. Ouh. Yeah! Se faire un petit scénario, monter des warbands pour en arriver à la conclusion que ça reste toujours le Frostgrave qu'on connaissait, puis que quand tu roules un 20, il y a des bonhommes qui meurent. Mais c'était Un 20 la un première. crossbow. C'était la première expérience de Seb. Ouais. Puis vous avez joué tous les deux ensemble, puis moi je vous ai regardé parce que je voulais vraiment mettre mon focus sur apprendre les règles. Souvent, j'apprends mieux par l'expérience, mais là, dans ce cas-ci, je pouvais vraiment mettre le focus sur vous puis m'occuper du bébé chien en même temps. Je sais que ça peut sembler particulier de dire focus sur deux affaires en même temps, mais pour moi, c'est le mieux que tu vas avoir. Mais ça m'a vraiment montré à quel point est-ce que le jeu il a une énorme profondeur, mais qu'en même temps, il te demande de ne pas abuser des bonnes choses. Ouais, non, c'est ça. Ben oui, parce que tu as vu que la mécanique du jeu est assez simple. Très. Mais tu as vu que c'est un jeu que, comme c'est simple, si t'es chanceux, ça a une grosse influence dans ce jeu-là. Fait qu'il faut que tu joues le scénario. Si tu essaies juste de tuer ton adversaire ou de faire des combos, ça peut devenir plate vite. Ben, c'est comme là, on a joué une game qu'on n'avait pas vraiment de spell puis qu'on pouvait pas vraiment caster de spell. Puis que à le cause de la réflexe tour qui était en plein milieu de la table. C'est ça, il y avait comme une zone d'anti-magie. Puis là, comme le réflexe de que je l'ai fait moi aussi à Frostgrave au début, où tous les jeux comme ça, on se dit ah ben on va aller se rentrer dedans. Fait que Seb voulait se battre. Mais il a vu assez vite que tu peux mourir vite à Frostgrave. Puis à la fin, il n'y avait plus de Warband. Puis, toi, tour 1, tu t'es mangé un coup critique de crossbow. Ouais, ça, j'ai perdu un gars tour 1. Ouais, tour 1, t'as même pas eu le temps de jouer. T'as perdu un de tes fighters. T'avais quoi? T'avais 7 fighters? Genre 8, là. Mais c'est pour ça que le jeu est vraiment axé sur, comme je te dis au début de la game,
avec beaucoup de décors puis le scénario, parce que la mécanique du jeu étant simple, c'est cool, mais ça Ouais. fait que tu peux l'abuser quand même facilement. Fait que c'est important de le jouer dans un certain mindset. Puis tu sais, c'était pour ça que quand moi pis Seb, on s'est ramassé que tu sais, c'est ça, tu l'as vu, là, c'est un jeu qui se prête, vu que la mécanique est simple, un peu comme Warcry, mais que comme il y a plus un contexte scénario, ben, tu sais, il fallait escalader une tour puis redescendre avec un objectif. Fait que là, moi, j'avais envoyé mon mage, Seb avait envoyé son apprenti. Fait que là, on s'était dit, ah, OK, monter dans la tour, ça prend un tour parce que ça prend à peu près tout notre mouvement. Puis là, moi, quand je suis arrivé en haut de la tour, il y a des squelettes qui sont apparus. Fait que je me pousse, mais là, moi, mon mouvement me permettait pas de sortir de la tour. Puis le Seb, lui, était dedans. Fait qu'on s'est dit, ah, ben, toi, t'as une action de plus que moi. Tu peux me sacrer un coup de bas. Tu peux m'attaquer. Fait que là, Seb, il fait alright. Fait qu'il fait comme son action, c'est comme si on se rencontre dans le tour, puis pendant que je me sauve, lui, il me fait une jambette. Il roule un natural 20. Fait que là, mon wizard est mort, là, c'est sûr. Mais là, moi, je suis comme, bah, tu sais, c'est jamais. Moi, je roule des 20. Fait que je lance le dé, je roule un 20. Mais comme l'apprenti a une stat line moins forte que le wizard, les deux, on a un natural 20. Mais le mien, mon jet, est un meilleur résultat que le sien. Parce que t'as un Fait bonus de +2 puis lui +1. C'est ça. Fait que là, son crit était moins bon que mon crit. Fait que là, c'est son apprenti qui est mort en essayant de m'arrêter dans des escaliers de moi qui me sauve de la tour. Fait que tu sais, c'était comme les deux, on était comme, man, c'est épique, là. Tu sais, c'est. Ouais, non, mais c'était parfait comme fin de game, là. C'était parfait, parfait. Un, parce que je trouvais ça cool. C'est vrai qu'il y avait moins C'est un bel de exemple spells. du jeu. C'est un bel exemple du C'est ça. jeu. Il y avait moins de spells que dans un scénario où il n'y aurait pas eu de tour de magie, ça c'est sûr. Mais comme il y avait moins de spells, c'est mon impression, moi, là. Mais j'ai l'impression que les 2-3 spells qui ont été lancés dans toute la game ont été dévastateurs. Parce que Mais tout ça le reste reste. des options, c'était des crossbows, des arcs et des dagues. Exact. Mais tu sais, c'est comme mon Elemental Ball, un classique, a fait Ouais. bien du dégât. Mais en même temps, c'est que dans Frostgrave, comme il faut qu'il y ait un de tes actions qui est automatiquement du mouvement, Mhm. puis que tu veux ramasser des trésors qui est une action, puis des trucs, tu vas pas caster des spells à toutes les tours, puis tant que ça pendant une game. Mhm. Ouais. Parce qu'aussi, tes mages, il faut que tu les gardes pour faire des bubbles d'activation. Fait que tu casses pas tant de spells. Fait que les spells, ils ont un effet dévastateur dans la game. Parce que quand tu réussis à bien placer un spell, tu sais, télékinésis un trésor, pousser quelqu'un, faire rater un jet, faire un jump, lancer un spell d'attaque. D'habitude, ça a de l'impact sur la game. Ouais, parce que si tu joues sur des. Tu joues. C'est comme jouer Kill Team sur juste le board. Jouer Kill Team sur le board avec un peu de décor. Jouer Kill Team sur le board avec un peu de décor avec 2-3 étages de terrain. T'sais. Ou Warcry, même affaire. À un moment donné, plus tu rajoutes de niveau, plus qu'il y a d'options qui s'ouvrent à toi. Là. C'est très proche des jeux de Games Workshop, mais avec un difficulty check, un peu comme Infinity. Mais la grosse différence, juste la mécanique du jeu là, de Frostgrave, c'est beaucoup plus axé sur les scénarios puis le terrain. Mm-hmm. Un peu quand même ça comme Infinity. Mais c'est le critical. Qu'à tout moment, un thug qui est un thug et qui a pas de life, il peut tuer ton wizard qui est genre rendu Elminster. Ouais. Il peut tuer Elminster là, si tu roules un Nat 20. Il va survivre probablement, mais il sera plus dans ce game-là, en tout cas. Fait que, tu sais, il y a des gros gotcha moments, là, tu sais, comme on s'imagine dans un film, un coup de crossbow bien placé, un chien qui mord la rotule d'un knight. C'est. Fait que ça fait des moments épiques. C'était vraiment mon impression parce qu'à plein de moments, parce que je vous regardais jouer, une fois de temps en temps, je disparaissais avec mon chien pour pouvoir aller dehors avec, je revenais. Là, je suis genre, puis qu'est-ce que j'ai manqué? Puis là, t'es comme, ah, ben mon chien, il est rendu à 1 point de vie, mais il a décidé de manger une jambe à Seb, puis il lâche pas. Seb, il est comme, ben oui, il arrête pas de me mordre, puis je perds des points de vie, j'essaie de m'en débarrasser, mais il veut pas mourir, il reste encore juste 1 point de vie. Fait tu sais, c'est toutes des affaires que tu dis, genre, OK, c'est cool, il y a comme un build-up. Quand tu as lancé ta Elemental Ball, puis Seb, il tenait son monde trop proche les uns des autres, puis tu as fait, ah oui, tout à 1, 2 ou 3 pouces autour du point d'impact, ben, je vais faire des jets d'attaque contre eux autres aussi. Tu as vu la phase de Seb faire genre, ah shit. Puis là, Phil, il roule des 19 puis des 20. C'est comme, oups! Puis les dégâts, tu me diras si je me trompe, là, mais les dégâts, si je me rappelle bien, c'est la différence entre le jet sur l'armure plus ton bonus versus l'endurance de la personne. Non, c'est comme ça, une armure, le jet que tu roules, tu as ton bonus d'attaque. Fait que, mettons, je roule 12 plus 2, ça fait 14.
si je gagne le jet opposé, c'est par rapport après ça pour faire les dégâts à l'armure de la cible. Fait puis en général, les trucs dans le jeu, ils ont 9, 10, 11 d'armure. Fait que mettons que j'ai Pas un 14, 19. 11, tu manges 3 de dégâts. Les trucs ont genre 10 points de vie et moins. Fait que tu meurs en 2-3 coups. Sauf que quand tu roules un 20, pis si t'as, mettons, en plus 4, mettons, sur ton jet ou plus 3, puis que l'autre personne a 10 d'armure, ben tu viens de manger 10, 11, 12, 13, 14 de dégâts. C'est auto-dead, là. Ouais, c'est un one-shot kill. Fait Les one-shot kills, souvent, les critical hits. Fait que c'est même juste avec un c'est 19. assez violent. J'ai vu rouler des 18 puis des 19, puis Seb était comme, bon, ben, mon voleur, il est mort. Ben, c'est ça. 10 points de vie, puis t'as 21. OK. Merci. Même chose pour lui, là, on se rappelle, là, il a tué le bonhomme à fil, premier tour, premier coup, paf, merci, bonsoir. Ouais, il roule un 20, c'est comme, le gars, il est mort. Phil était comme genre, j'ai mon marksman, il y a un crossbow de même, il avait pris un des bonhommes de Warcry, des hunters de Warcry, les humains. Ouais. Puis il y a un des modèles que tu peux assembler avec la crossbow qui fait la mire, genre, qui vise. Fait que là, Phil, il disait, lui, ça va être mon marksman. Lui, je le sais. Le gars, il était là, hey, les gars, moi, je suis bien placé, je me suis trouvé un spot, là, je suis il est mort. Fini. Mais ouais, mais j'ai trouvé ça vraiment cool de pouvoir vous en regarder, puis ça m'a vraiment encore plus motivé à vouloir faire la campagne du Lich Lord, qui est... Parce que ça, c'est effectivement une des choses, je pense, que j'aime beaucoup de Frostgrave, c'est le fait que quand j'achète un livre, il y a une campagne dedans, puis je peux la jouer. Puis chaque scénario raconte l'histoire qui build up vers la finale, comme quand tu lis un roman. C'est pas... Là, je m'excuse pour tout le monde qui nous écoute, qui aime les livres de campagne des dernières années, qui sont des livres plus Crusade, ou même les livres de l'Horus Heresy, là, qu'on aime, là, les derniers livres de campagne sont vraiment cool, mais il y a 2 scénarios narratifs dedans, puis le reste, ils disent de jouer des scénarios match-play. Ouais. Je les aime, ces livres-là. Je les trouve cool. Les 2 scénarios narratifs qui sont dedans, là, je trippe. L'histoire qui est dans le livre, je trippe. L'idée de jouer des scénarios match-play entre semi, ça peut être intéressant, rien contre. Mais l'idée du livre de Frostgrave, qui est genre scénario 1, c'est l'introduction de l'histoire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la finale, c'est la liche. Okay. Ta Warband, elle a vécu toute l'évolution de ça. T'as perdu les yeux que t'as perdu. T'as perdu les pieds que t'as perdu. T'as perdu le nombre de fighters que t'as perdu. T'as level up avec le nombre de fighters que t'as level up. T'es rendu à la fin, tu dois gérer ça. Ça, pour moi, c'est l'idéal d'une campagne. C'est ce qu'on avait à l'époque avec Games Workshop dans des livres comme Vigilus ou dans des livres comme Warhammer Fantasy avec Sigmar's Blood, par exemple, ou les End Times. Il y avait une évolution, bon, sans le côté RPG là, de level up et thème magique et tout, parce que c'est pas un jeu de skirmish. Frostgrave est un jeu de skirmish, fait que tout comme Warcry ou autre, ils peuvent se permettre de pouvoir faire quelque chose de plus minutieux, mettons. Mais ça, c'est des campagnes que j'aime. Ça, je trouve ça le fun. Ça, j'ai envie de les faire parce que ça me parle. J'ai moins l'impression d'acheter le livre pour lire le lore, puis après ça, espérer pouvoir faire quelque chose qui est proche de ce qu'il y a dans le livre, mais qu'au bout de l'année, on me donne juste quelques outils. Mais on me donne pas tout pour pouvoir le faire comme que je l'aimerais. Fait que, voilà. Fait que j'ai vraiment trouvé ça cool, Phil, de pouvoir te voir jouer avec Seb, puis de faire genre, OK, ouais, non, ça, je pense que c'est effectivement mon genre de jeu. Il y a quelque chose de vraiment cool. Même ma blonde qui est revenue de son activité, quand elle est revenue, puis qu'elle a vu la table. Ah oui, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, les gars. Le lendemain matin, j'avais pas défait la table. Puis j'avais... Catherine était comme revenue, puis elle était comme, j'ai pas trop voulu venir vous déranger. Tu sais, je parlais avec la sœur de ton frère, la blonde de ton frère. Parce que la sœur de mon frère, c'est un peu ma sœur. Tu sais. Un peu, hein? Ouais, je te laissais aller. Ben ouais, c'est ça. T'es comme je parlais avec, mais elle dit c'était vraiment cool la table, là, comme avec la grosse tour, puis les petits décors à côté, puis tout, c'était vraiment nice. Fait que je disais, c'est un peu ça, Frostgrave. Genre, t'as-tu envie de jouer? Puis elle était comme, ouais. Je pense que j'essaierai. Ouais. Fait que, juste au niveau attrait visuel, la tour, les petits bonhommes, Phil, la façon qu'il en parlait hier quand il le montrait à Seb, tout ça, ça a comme attiré son attention. Fait que, t'es comme ça, je pense que je pourrais peut-être aimer ça. C'est que la grosse différence avec Warcry et ces trucs-là, c'est que il y a quand même plus de décors, puis c'est une petite coche de plus d'implication pour rendre le jeu attrayant
ta partie. Là. Il y a un petit peu plus de travail. C'est vraiment pas match play. Là. Non. J'ai vraiment l'impression. La seule façon que j'avais de pouvoir me représenter dans ma tête quand vous avez fini de jouer, j'étais comme c'est le jeu parfait pour pouvoir dire si tu es that guy, il n'y a pas moyen que tu dises que c'est pas de ta faute. C'est ça. Parce que le jeu, dans le livre, te dit qu'il est possible d'être that guy, mais tu devrais pas vouloir l'être. Parce que l'objectif, c'est pas de gagner. Je suis comme, tu peux pas être plus clair que de faire un jeu comme que lui a fait, puis que le livre te le dit, puis que tu le joues, puis que si tu décides d'être that guy, t'as pas vraiment beaucoup d'excuses pour pouvoir. Tu sais, si c'est genre, non, mais c'est écrit dans le livre que je peux. Ouais, c'est ça. Un livre comme Games Je Workshop. joue pas à ce jeu-là. C'est ça, je joue pas à Frostgrave. Je fais juste pas jouer à ce jeu-là parce que ça va être désagréable de jouer. Comme ça va être 1000 fois plus désagréable. Y a-tu des tournois à Frostgrave? Non. Ah, c'est ça. J'essayais de me réfléchir à savoir un tournoi à Frostgrave, ça marcherait comment? Non, c'est des événements. C'est ça. C'est genre, tu joues plusieurs games, puis à la fin, tu peux te dire, il y a quelqu'un qui a gagné parce qu'il a ramassé le plus de gold dans la ville, ou le trésor. Mais tu sais, c'est pas un style de jeu fait pour tournoi. Clairement pas. Il y a toujours des gens weird. Là. Je viens de trouver National Tournament Ranking Frostgrave en Allemagne. Ouais, ben c'est sûr, tu peux trouver un moyen. Tu peux trouver un moyen, mais tu sais, c'est pas. Ben, je pense que c'est un peu la même réflexion qu'on se faisait. Je stretch un peu parce que ça reste quand même une différence entre la façon dont Frostgrave est faite et la façon dont Saga est faite. Mais où est-ce que moi et David, quand on se parlait de Saga, on était comme genre, ben Saga, c'est un jeu qui est clairement fait pour être joué historiquement, narrativement, là, comme l'histoire se raconte seule. Mais tu réalises qu'il y a des gens qui font des tournois de Saga, puis tu fais, ben, ça se peut. Ça se peut. C'est pas nécessairement là que j'irais, mais ça se peut. Ben là, Frostgrave, j'ai un peu l'impression qu'il faut travailler un petit peu plus fort pour pouvoir en faire un tournoi balancé, parce que pour vrai, comme même l'auteur te le dit que son livre n'est pas balancé. Comme c'est volontaire. Je l'écoutais dans une entrevue il n'y a pas super longtemps, puis il était genre. Je pensais pas qu'il fallait que je précise vraiment chacune de mes pensées. Là. Moi, je me disais, t'es assez intelligent, tu les livres, tu comprends l'esprit, tu vas pas faire ça. Puis là, tout le monde dans l'entrevue était comme, non. Si tu précises pas les affaires, les gens, ils vont chercher les zones grises, puis ils vont en abuser. Puis t'es comme, ouais, ben moi, je viens du role-playing game. Si ça n'a pas de sens, tu le changes. C'est comme ça que je travaille. Fait que dis-moi, c'est comme ça que j'avais écrit mon livre de règles, mais j'ai appris, j'ai fait une deuxième édition. Mais il est très conscient qu'il y a encore ces affaires-là dedans. Mais je trouve ça vraiment cool. Puis vous aviez l'air super relax quand vous jouiez, toi et Seb. C'était la première fois que Seb il jouait à ce jeu-là. Il y avait Pince à Warband. Toi, tu lui montré comment jouer. Vous étiez tous les deux super relax. Ouais, puis après un tour, il avait compris comment ça marchait. Là. Ouais. Là-dessus, c'est comme d'autres jeux de skirmish comme Warcry, c'est vraiment pas compliqué. Là. Bon, ben écoutez tout le monde, si vous n'avez pas le goût de jouer à Frostgrave après notre après notre pitch de vente. Fait que ça, c'était ton hobby de la semaine passée, Phil. Ouais, toi, Kevin, à part nous regarder jouer à Frostgrave. Ben moi, je m'étais lancé le défi de peindre en une semaine ou deux, après. La version adulte de mon Magmadrot. Je sais pas si on va le voir sur la caméra. Ah, pas pire. Pas pire. Le focus, il est un petit peu de misère, mais écoute, on va vivre avec. On va vivre avec. Fait que j'avais fait une version bébé de lui. Puis j'avais fait mon Rune Sun aussi, qui était mon Fire Slayer, le prince, dans le fond, qui lead mon armée dans la campagne avec Xavier. Je m'étais lancé le défi de faire une version adulte en très peu de temps. Et je l'ai terminé! Là, je ne sais pas si le zoom va fonctionner ou pas. Peut-être que ça ne va rien donner. Mais à la caméra, vous pouvez voir qu'il y a un Magmadrot bleu avec une crête en flamme. Et j'ai fait une conversion du Rune Sun pour qu'il puisse fitter avec le Rune Sun qui est à pied. Dans le fond, j'avais pris le Rune Sun de la Warband de Warcry parce que je le trouvais vraiment cool. Le fait d'avoir des œufs de Magmadrot qui ne sont pas des ornements, qui sont vraiment des œufs de Magmadrot qui sont dans ses épaulettes parce que c'est le gardien de la relève de Vulcatrix. Donc, dans le fond, il est le gardien des héritiers de Vulcatrix, autant que lui-même est un héritier de Grimnir.
C'est un peu le lore de cette warband-là, si tu veux. Là. Je trouve ça vraiment cool. Fait que je m'étais basé un peu là-dessus pour pouvoir le faire, le transformer un peu à ma sauce pour en faire un Runeson. Je m'étais dit, si j'étais un Runeson qui va aller former son propre Magma Hold, ça me prend des Magmadroth. Donc, ce serait logique que je quitte avec des œufs de Magmadroth en plus que de la relève de Magmadroth. De là, la raison d'avoir le bébé Magmadroth et d'avoir des œufs de Magmadroth sur mes épaulettes. Et le whip, j'avais pas vraiment l'idée du whip au début parce que j'étais comme, un, c'est pas très nain. Puis deux, j'ai pas envie que mon nain, il fouette un Magmadroth. J'haïs cette idée-là. Comme, c'est peut-être moi, là, mais j'aime l'idée que la monture ou la créature qui travaille conjointement avec son partenaire, ça soit comme par alliance, qu'il y ait comme une synergie qui se crée, un peu comme Drist puis Gwenivore dans les Royaumes oubliés, tu sais. Oui, tu pourrais fouetter une panthère si tu veux, puis l'obliger à t'écouter, tu sais, comme on pourrait fouetter un lion ou un tigre. Mais j'aime bien plus l'histoire de la personne qui travaille conjointement avec son animal, puis que tout d'un coup ils se comprennent, puis ça, c'est un narratif qui me parle bien plus. Fait que j'étais comme ça, serait cool que mon Runeson, il y ait ce bébé Magmadroth-là. Ce bébé-là, il a une autre couleur. Les Magmadroth, chez les Fire Slayers, c'est le jaune qui est prisé. Parce que le jaune étant le plus proche de la couleur de l'or. Donc, plus proche du Urgold. Donc, plus proche de Vulcatrix et de Grimnir. Donc, les Magmadroth jaunes et orange, c'est pour ça qu'on les voit toujours de ces couleurs-là, c'est que c'est les plus prisés, c'est les plus forts, entre guillemets. Ben moi, j'étais comme, je vais aller à l'opposé de ça. Je vais aller en faire un bleu. Il est bleu, il est différent. On l'aime pas. Lui, le fils, premier de la lignée, son père veut jamais mourir, il est tanné, ben il s'exile lui-même. C'est pas son Magma Hold qui l'exile, c'est pas personne qui le met dehors, il fait pas de crime, il fait juste dire « je m'en calisse. Je prends mes affaires, puis je m'en vais faire ma propre maison ailleurs. Mais je pars avec mon dû. Je pars avec le bébé Magmadroth que personne veut, puis que personne qui va me faire... personne qui va me faire violence, que je pars avec le Magmadroth que personne veut, il est bleu. Vous en voulez pas, anyway. Puis, je pars avec des œufs parce que je m'en vais me faire mon propre Magma Hold. Si vous n'êtes pas content, arrêtez-moi. Fait que c'était ça le narratif à la base de lui. Puis là, j'étais dit, ben, je vais me faire un Magmadroth d'une version adulte pour quand la campagne va évoluer, quand l'armée va évoluer, ben, le bébé Magmadroth va devenir un adulte. Puis leur lien va être tellement fort qu'ils vont pouvoir travailler ensemble comme en tant que monture alliée, mettons. Mais j'aurais trouvé ça poche de faire... Maintenant que le fouet, pour moi, n'était pas quelque chose qui était utilisé contre, mais plutôt une arme spéciale que mon Runeson a, que personne d'autre a dans le Magma Hold. Il est le seul à se battre avec un fouet. J'étais comme, OK, mais c'est un fouet fait genre en écaille de Magmadroth ou en écaille de créatures légendaires, whatever, qui ça peut être vraiment cool. Mais là, maintenant qu'il est sur un Magmadroth adulte, ça me prend la même affaire. Je peux pas y mettre une hache à cette heure-là. Fait que toi, ton affaire, c'est comme le Roi Lion, genre. C'est comme quand Simba, il se ramasse avec Timon et Pumba, puis ils vieillissent, puis ils finissent par être ensemble, même si c'est un facocheur, puis... Oui! Oui, Hakuna Matata. Hakuna Matata. C'est ça le nom de mon Magma Hold. Makuna Matata. T'as dit Actua Matata ou Hakuna Matata, juste pour être sûr? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Okay, c'est bon. Mais oui, mais là, je voulais pas en faire un Runeson pareil comme les autres. Le modèle du Runeson est vraiment cool. Mais j'étais comme, ça serait plate que j'aille un Runeson vraiment stylisé à pied, puis que rendu sur son Magmadroth, il est rendu tout nu avec un pang et une lance dans la main. T'sais. C'est cool, mais comme, c'est clairement pas le même gars. Il faudrait que je trouve le moyen. J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Mais j'ai défait le modèle de ce Warband-là. Là, genre, il fallait que je coupe tout. Il a vraiment fallu que je coupe tout puis que je resculpte la taille avec les os des hanches, genre. Il a fallu que je resculpte la taille au complet parce qu'il n'y a rien qui marchait. Je pouvais pas juste prendre le modèle Aziz, puis c'est correct, là, vous m'écoutez, vous êtes comme, ben oui, Kevin, t'as voulu faire une conversion, ça vient avec un peu de green stuff. Mais je m'attendais pas que ça soit autant de travail. Ça m'a pris comme toute une avant-midi. Ouch. Juste poser les pièces, rechecker les affaires, mettre un peu de green stuff, réaligner les affaires, le laisser sécher une partie de l'heure du dîner, essayer d'y retoucher, scraper quelque chose, le retravailler un peu, pas y retoucher puis le laisser sécher toute l'après-midi, puis la soirée, puis en fin de soirée, j'ai commencé à le peindre. C'était vraiment fastidieux, puis j'avais vraiment peur tout le long. J'étais vraiment intimidé, là, parce que j'étais comme, je vais pas racheter cette boîte-là une troisième fois. Tu sais, c'est de racheter cette boîte-là pour comme juste le même modèle, là. Comme ça n'a aucun sens.
Comme c'est rare que je fais ça. Là. Mais j'étais vraiment dans cette idée-là, puis j'étais pas capable de pouvoir dire que ce projet-là était complet tant que je l'avais pas fait. Fait que là, je l'ai fait, je suis content. Je suis allé au bout de ce projet-là. La dernière étape, le stretch goal, ça serait de faire la version adolescente. Fait que j'ai acheté un modèle Seraphon pour pouvoir faire la version adolescente. L'espèce de Spawn of Chotek, qui est l'espèce de salamandre, là. Elle est faite comme sur le long, elle a comme un grand fin en arrière, puis elle a un cou plus long avec une face plus amincie, genre. Ouais. Puis moi, tout ce que je vois quand je vois ça, c'est un adolescent mal formé, genre. Puis là, c'est pas méchant, là, c'est juste pour dire, tu sais, quand on vieillit, puis qu'on est comme rendu à l'âge où est-ce que les bras et les jambes sont plus longues que tout le reste du corps, genre. T'as comme le cou qui est un peu plus long, t'es pas encore égal au niveau de tes épaules, t'es pas encore égal au niveau du chest. C'est le moment où ton corps change puis que c'est pas encore égalisé, mettons. Là. Ben, c'est comme ça que je vois le Spawn of Chotek. Je suis genre, ça, c'est un genre de Magmadrot qui a pas encore fini son évolution, mettons. Je vais le peindre avec les mêmes couleurs que le Magmadrot, puis je vais pouvoir faire genre Teenage Magmadrot avec le Runeson encore à pied. Là. Fait que ça serait mon stretch goal, mettons. Puis entre-temps, je suis tombé dans Hive Secondus de Necromunda. Puis là, c'est comme le nouveau rabbit hole que je pensais pas avoir vu venir. J'ai commencé à peindre des tuiles de Zone Mortalis. J'ai acheté plein de décors. Je me suis acheté des livres de suppléments de Necromunda parce que ça a l'air que je vais vouloir jouer à Necromunda. Ouh! J'avais pas prévu ça, de dire ça dans ma vie un jour. Pour demander à David et à Phil. Ouais. J'ai dit souvent, ça pourrait être cool. Puis à un moment donné, j'ai fait, non, ça n'arrivera pas, les gars. Même Phil m'a dit samedi, OK, ben là, il faut que tu me parles de Necromunda. Puis pourquoi est-ce que tu as changé d'idée? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit, Kevin, tu m'as dit, Phil, ça n'arrivera jamais. Je fais plus jamais de ça. Puis là, tout d'un coup, t'es rendu de faire des warbands de Necromunda. Puis t'es en train de te faire des terrains de Necromunda. Là. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai manqué? Et c'est quoi l'élément déclencheur? Hive Secondus. Mais non, mais c'est quoi dans Hive Secondus qui t'a déclenché ça? On en a parlé un peu lundi là, pendant notre petite soirée peinture à nous autres. Là. Mais le côté claustrophobie. OK. Maintenant, je vais partir à. Ce qui me dérangeait plus avec Necromunda à l'époque, quand que Necromunda était sorti, quand je travaillais au magasin. Moi, des gangs qui se battent contre d'autres gangs pour l'économie puis du pouvoir politique, je suis juste comme. Je m'en tape. Je suis juste pas intéressé. Surtout quand au bout de la ligne, on me dit ouais, puis à un moment donné là-dedans, là, ben, quand les nobles sont tannés, ils envoient les sentinelles, puis les sentinelles, ils viennent battre tout le monde à grands coups de bâton, puis leur faut comprendre qu'ils ont dépassé les limites. Puis je suis comme. Ça, c'est all useless. OK. OK. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant, les gens qui aiment ça, c'est bien correct. Mais moi, ça venait pas toucher mon côté créatif. Quand ils ont sorti Ash Waste, là, c'est venu me chercher un peu plus. Je suis pas un gars de Mad Max. Le côté post-apocalyptique, mon Fallout, ces affaires-là, ça vient pas me chercher non plus. Mais Borderlands, ça peut y aller. Faut juste que ça soit assez exagéré, genre. Faut qu'on soit assez exagéré, peut-être un peu cartoony, pour que je puisse peut-être embarquer dans l'idée du post-apocalyptique. Peut-être. Fait que ça me touche un peu, mais pas tant que ça. Hive Secondus, il y a quelque chose là-dedans. Bon, là, vous allez rire, là. Mais la tragédie de Hive Secondus me touche. Le fait que l'Imperium ait fait genre, bon, là, il y a eu trop de recherches là-bas, là. OK? Là, il y a un genre de savant fou qui a comme décidé de faire plein d'affaires avec des Gene Stealers, qui est allé ban trop loin. Puis là, c'est rendu une infestation tellement monstre qu'il faut qu'on envoie des Space Marines. Fait qu'on va envoyer des Space Marines. Mais les Space Marines sont jamais revenus. Fait qu'on a vraiment un gros problème. Fait que là, tu vas me shooter un exterminatus là-dessus, s'il te plaît. Sur toute la planète? Oh, je pense qu'ils ont juste comme shooté comme... Spécifiquement, je pense pas qu'il y a exterminatus la planète nécessairement, là, mais juste genre, tu m'oblitères cet endroit-là, s'il te plaît. Là. Ils ont oblitéré l'endroit. C'était toujours pas assez. Et en fait, tu vas me pitcher des bombes gravitationnelles aussi. Juste pour être sûr de tellement l'enterrer que peu importe, il n'y a rien qui va survivre. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Puis là, les Gene Stealers ont évolué, se sont adaptés, sont moins forts que les autres Gene Stealers, mais sont encore là. Ils sont encore assez là
pour pouvoir utiliser leur pouvoir de coercition vers les autres mortels pour les recruter dans le culte, pour les transformer en Brood Scum, pour faire un culte Gene Stealer dans l'endroit qui a été tellement pété 2 fois plutôt qu'une, qu'ils ont réussi à survivre pareil avec une civilisation et une culture. Eh ben. Puis là, Ça- c'est là que t'envoies des Ewoks, là. Ah oui, envoie des Ewoks, s'il te plaît. Fais-toi ta warband de Ewoks. Je veux des Ewoks contre des Gene Stealers. Je veux ça. On verra lequel des deux carnivores est le plus le plus vorace. Peut-être que tu vas gagner. On sait pas. Non, mais t'es empreint de préjugés, Kevin. C'est tout le temps négatif quand t'abordes des Oui, je sujets comme sais. Je peux pas m'en empêcher. Mais ouais, fait que tout ça, ce côté narratif-là m'est vraiment venu me chercher parce que je trouve vraiment comme c'est un beau setting pour dire mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a survécu? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on n'a pas trouvé? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait trouver en allant là-bas? Une espèce de chasse au trésor, si tu veux. Puis le fait qu'il faut que tu creuses, puis il faut que tu ailles toujours de plus en plus profond pour pouvoir trouver quelque chose, puis que Necromunda, c'est un jeu politique, c'est un jeu de pouvoir, c'est un jeu économique, ben, ça veut dire qu'il y a des attraits pour que ces gangs-là s'entretuent là-dedans pour aller chercher les affaires qui sont là. Parce que ça, c'est une ancienne civilisation. C'est pas tes égouts tout croche là-bas que tout le monde se bat pour le même baril de viande pourrie depuis 200 ans. Là, ils sont en train de se battre pour de l'archéothèque. Ils sont en train de se battre pour quelque chose qui va littéralement changer le cours de leur guerre à eux, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va avoir ça. Ça vient me chercher. Ça, je trouve que c'est cool, parce que ça, c'est vraiment un enjeu. C'est peut-être que c'est plus magique, c'est peut-être parce que c'est plus légendaire, c'est plus épique, mais ça, clairement, pour moi, ça m'appelle plus qu'on est en train de se battre pour un bout de territoire. Je m'en fous de ton territoire. Comme rien à battre. Mais l'archéothèque qui est là-bas, la légende que tu vas aller trouver, la bébite que tu vas aller réveiller que tu n'étais pas censé réveiller, là, le balrog, genre, que tu vas aller réveiller là-bas, ben ouais, dude, t'as creusé trop loin et t'as réveillé un balrog. Félicitations, t'as trouvé le Alpha Gene Stealer. Ben le Alpha Gene Stealer, il va pas te laisser partir. Je trouve ça le fun. Puis le fait que ça soit le principe de la campagne d'Hive Secondus, c'est plus tu creuses, plus il y a de chances que tu reviennes pas. Tu viens-tu te faire une allégorie genre à des problèmes genre de santé mentale? Ah, clairement. Mais le fait qu'ils vont de plus en plus profond dans Hive Secondus, plus que le Hive Mind les affecte. Le Alpha les affecte de plus en plus parce qu'ils vont de plus en plus au cœur de là où les Gene Stealers ont survécu tout ce Au temps-là. cœur du problème. Oui, ils sont au cœur de la problématique, là où les artefacts vont se trouver, là où tout va être comme la puissance se trouve, mais en même temps, c'est l'endroit le plus dangereux où est-ce qu'ils pourraient aller. Puis ils sont tellement loin de la sortie que c'est pas parce que tu trouves ce que tu cherches que tu vas pouvoir partir avec. Ça, là, c'est la tragédie parfaite pour moi. C'est l'ambition d'aller chercher l'affaire la plus profonde pour sauver ton univers pour réaliser que tu n'es même pas capable de partir avec. Puis il n'y a personne qui va le savoir. Il n'y a personne qui va savoir que tu l'as trouvé. C'est triste à un point pas possible, mais ça m'allume. Je sais, ça a l'air niaiseux, là. Fait que t'es en train de dire que tu as lu le livre au complet. Non, j'ai pas lu le livre au complet, mais pas mal. Comme je me suis promené pas mal là. Mais ouais. Ça, c'est le livre de campagne ou c'est le livre? C'est le livre de campagne d'Hive Secondus. Puis dans le livre qui s'en vient, The Book of Desolation, il monte une coche en haut de ça. Dans le fond, Hive Secondus, c'est l'histoire des Spires puis des Gene Stealers. Fait que c'est vraiment limité à eux. Fait que c'est les nobles qui envoient des gens pour pouvoir aller chercher ça. Alors que le Book of Desolation, c'est la même affaire, mais il te raconte ce que les gangs font pour pouvoir aller chercher ça. Fait que c'est là que tu vois les Orlok, les Khador, les Goliaths, les Escher, les Ewoks, qui vont dans Hive Secondus. Fait que là, avec le Book of Desolation, tu peux jouer cette campagne-là, mais avec le narratif de moi, ma gang, elle envoie du monde là-bas, puis elle va être leadée par un Spire Hunters. Fait que là, tu as quand même un noble, mais le noble, il se sac royalement de la gang qui est avec eux. Là. Les Spire Hunters, ils voient eux autres vraiment comme des merdes. Puis eux, ils savent qu'ils ont besoin du Spire Hunter pour pouvoir aller là, parce que c'est lui qui a la technologie et la puissance pour pouvoir les aider à l'atteindre. Fait qu'il y a comme cette espèce d'alliance pas claire aussi, là, qui est comme un peu cool, tu sais, de dire que tu pourrais bâtir ton narratif de tes Khador, ils sont obligés de travailler avec un Spire Hunter vraiment fendant, désagréable, genre. Il y a comme ça que je trouve cool de dire qu'ils ont besoin l'un de l'autre, parce que lui, tout seul, jamais il va toffer. Puis eux, sans lui, jamais ils vont toffer non plus.
Fait que comment tu deals avec ça au niveau narratif pour pouvoir les garder en vie ensemble alors qu'il y en a un qui est peut-être plus téméraire, l'autre est peut-être C'est pas beau. assez plus. C'est un beau message d'amour et de fraternité. Il faut qu'ils travaillent ensemble pour que chacun puisse amener à l'autre pour qu'ils survivent. Actua Matata. Actua Matata. Mais ouais, fait que c'était ça. Mon hobby, c'était beaucoup de lecture, puis ben de la conversion, puis de la peinture. Toi, David? Toi, David? Ben, en fait, moi, entre les deux enregistrements, je suis parti en vacances. Fait que Oui, c'est vrai. mon hobby est pas mal resté sur ma table. J'ai fait un peu de couche d'après de primer quand je suis revenu. Mais je suis allé aux États-Unis. T'as visité des plaines. J'ai des forts. Plus des forts que des plaines. Donc, on a fait à Lake George, on est allé voir le fort William Henry. Puis on a découvert les restes du fort George à côté, mais William Henry l'ont refait. Fait que super le fun, un fort qui a été utilisé pendant la guerre de 7 ans, la guerre de la conquête, et qui était surnommé... Ça, c'est avant la guerre de 100 ans, right? C'est après. OK, c'est bon. Mais Kevin, il se posait la question, je le voyais dans sa face. Le Ouais. 7, c'est plus petit que ça. Là. Et pourtant, ça vient après. Es-tu sûr de l'acuité historique de ce que tu viens de dire? Ouais, assez. OK, c'est bon. Mais l'information... Kevin, Les gens on est pas savent que sûr. je travaille à l'ETS. Je travaille avec des gens qui font des maths toute leur vie. Là. Ouais, puis Kevin, il a appris que 7, c'est plus Ça petit vient que avant 7? Fait que ça vient avant 100. Mais l'information la plus pertinente, c'est que c'était le smelliest fort in North America. Bon, ça, tu vois, t'aurais dû commencer avec ça. Hein? Ouais, t'aurais pu commencer avec ça, Kevin aurait été intéressant. J'aurais même pas pensé à l'ordre mathématique des choses. Tu lui Pourquoi dis, c'est j'ai le visité. smelliest Au lieu, fort? refais ta phrase, au lieu de dire, j'ai visité le fort machin qui a fait partie de la guerre de machin, tu lui dis, j'ai visité le fort qui pue le plus. En Amérique du Là, Nord. t'as l'attention de Kevin. Je suis tout là. T'as tout mon attention. On t'écoute. Rapidement, ils ont fait le fort, ils ont creusé un puits. Ils pensaient que ça puisait l'eau dans la nappe phréatique qui allait vers le lac, mais non, ça puisait l'eau qui allait dans la nappe phréatique qui allait vers le marais. Fait qu'ils ont pogné la dysenterie. Fait que ça, tu meurs de te vider les entrailles. Puis, ben, souvent, ils allaient faire ça à l'extérieur des murs du fort. Là, t'as perdu Kevin. Ah, c'est quoi la Mais il n'y avait grande pas le chasse, temps. Fait qu'il allait sur les remparts, puis il faisait ça Mais sur les voyons! remparts. Mais voyons! Hey, puis le pire, On c'est que voyage, ça! le pire, Kevin, c'est sûrement du monde qui ont fait des thèses là-dessus pour expliquer ce qui se passait à cette époque-là. Oh my Ils God! chiaient des remparts. Là, je m'excuse pour tous ceux et celles qui nous regardent sur YouTube en ce moment parce que probablement que vous souhaiteriez pas voir ma face de dégoût depuis tantôt. De l'autre côté, si vous nous écoutez à l'audio et vous vous dites « Oh mon Dieu, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi la face que Kevin va faire », allez voir sur YouTube. OK! Mais dans le fond, c'était un bon moyen de défense. Il remplissait les 12. Tu voulais pas tomber dedans. Ben, probablement que d'un côté, c'était le fort que tu savais bien d'avance que c'était lui. T'as T'as eu un petit reflux, Kevin? Ouais, j'ai un petit mal de cœur. Là. Ça Ouais, j'ai un petit mal de cœur. Là. OK? Fait que Intéressant. 2 trucs cool qui sont passés là. Ben, quand les Anglais ont commencé à construire le fort, les Français ont fait « Hey, ils sont en train de construire un fort là-bas, on va les empêcher. » Ils sont descendus en se disant « Hey, tu construis un fort, t'amènes pas des canons avec toi. » Surprise, les Anglais avaient amené des canons. Fait que là, ça donne un scénario où ils essaient de faire un genre de bataille rangée. Les Anglais s'installent, ils mettent leurs 3 canons dans le milieu, puis les Français, ils avancent en ligne devant les canons, puis ils se font ramasser. Il y a personne qui leur avait dit que c'était pas une bonne tactique, ça. Parce que t'as fait se chier le corps sur le rempart. C'était pas tous les meilleurs stratèges, je pense, qu'ils envoyaient d'un colonie. Non, je pense que les gens ont tendance à créer des histoires sur les bons stratèges, mais les mauvais, on a-tu un recueil de ces histoires-là? Parce que moi, je suis prêt à lire ce livre-là. Epic History TV ont fait une vidéo des pires stratèges. Puis, il y a Napoléon apparaît, c'est un des meilleurs, mais il apparaît dedans pour une couple d'erreurs de bataille. Très intéressant. Je veux ce lien-là. Je veux ce lien-là. Tu veux ce lien-là? et je te commande des capsules sur les pires. Je suis tanné qu'on parle des bons. On les connaît. C'est correct. À l'école, nous les enseignent, puis j'ai dormi pendant ces cours-là. Imagine à quel point ça m'intéressait pas dans le classe. Tu pourrais même faire des scénarios, genre, peux-tu faire mieux?
Ben oui, Oh, clairement. peux-tu faire mieux que le pire scénario de Napoléon? Tu commences le scénario par est-ce que tu te drillerais à gauche ou à droite? Ah. Tu drilles à gauche, ça se peut que tes gars se chient le corps sur des gens. Je me demandais où est-ce que tu t'en allais. Fait que cette bataille-là, puis l'autre, c'est le dernier des Mohicans. Le siège, ça se passe là. OK. Fait que si vous avez écouté le film Le Dernier des Mohicans, le fort que vous voyez, que les Anglais capitulent, puis après ça, il y a le massacre dans les bois, ben c'est là que ça s'est passé. Puis ça s'est pas passé exactement comme ça, mais il y a eu... les Anglais ont capitulé, les Français ont fait comme merci, cas de capituler, on vous laisse partir avec les honneurs. Détail important, c'est que leurs alliés à l'époque, les Amérindiens, pas payés, et qu'ils viennent pour le loot. Ben oui. Fait que eux, si tu leur donnes pas les armes, les scalps, la bouffe, rien, à pied, parce que tu dis nous sommes honorables, les Français, les Anglais, vous capitulez, on vous laisse partir avec tout, il faut qu'ils trouvent un moyen de se payer, ce qui a donné le massacre de William Henry après. Fait que les Amérindiens se sont retournés contre les Français? Non. Les Premières Nations, les Autochtones, ils ont attendu que les Anglais partent, puis là, ils sont allés les voir. En fait, toi, tu me donnes ton fusil, toi, tu me donnes ça, toi, tu me donnes ça. Puis là, au début, les Anglais ont fait comme, OK, on se laisse faire. Puis, en tout cas, le guide du fort, il explique, on sait pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, il y a un coup de feu ou quelque chose, puis là, ça a été un massacre. Puis il y a des civils qui étaient dans le fort, tout ça, tout le monde se fait passer à la baïonnette, au tomahawk, au casse-tête, un massacre. Les Français, ils essayent de faire quelque chose, mais ils peuvent pas faire tant de choses que ça. Fait qu'il y a personne là-dedans qui avait bu du marais, là. Ah, peut-être, ça, je sais pas. Parce que moi, je pense que c'est ça le premier coup de feu. Ah, voilà. Ça sentait. Moi, ça sent pas bon, cette histoire-là. Ça sent pas bon. OK. Mais j'ai jamais vu Le Dernier des Mohicans, j'ai jamais vu le film, puis je me suis toujours demandé si les gens l'avaient déjà regardé ou pas. Parce que tout le monde me parle des Derniers Mohicans, puis à chaque fois, ce que je demande, c'est quoi l'histoire du Dernier Mohican, les gens sont comme, j'ai pas vu le film. Ben, apparemment, au Québec, ça a été très populaire, comparé à d'autres endroits dans le monde. Après, moi, je l'avais vu en français parce que c'était une époque où j'écoutais rien en anglais. Le film est complètement différent parce qu'ils ont coupé des bouts pour le traduire. Mais sur un DVD, c'est la track audio qui change. Fait que t'écoutes ton film, puis à un moment donné, t'as de la musique de fond un peu bizarre ou t'as pas de musique de fond. Puis là, t'as des sous-titres, mais t'as pas de personne qui parle. Hein? Ouais. Oh, ouais. Pourquoi ils ont coupé? Ben, j'imagine qu'à l'époque, c'était une question de budget, puis de... Mais ils ont coupé. Le film était moins long, il y avait moins de scènes, mais ce qui fait que sur le DVD, ben là, ça fait bizarre. Mais c'est le même budget en anglais ou en français, c'est juste la personne qui parle qu'il faut que tu payes. Le budget de traduction doit être différent, ça doit être une autre chose. Ouais, mais si t'as pas l'argent pour le traduire, traduis-les pas. Je veux dire... Mais non, mais... OK, David, là, si je te fais le film de Lord of the Ring, OK? Puis qu'à un moment donné, j'oublie de te mettre la scène où est-ce que Frodon pis Sam se jasent dans le marais, mais je te laisse le son en background, OK? Je mets le texte en français, t'entends le bruit de fond, puis tu vois les scènes, non, mais je te coupe des... Ça n'a pas de sens. Ça, c'est le DVD. À l'époque où c'est sorti dans les cinémas, si t'allais pas voir les deux, tu voyais pas qu'il manquait des bouts, là. Parce qu'il coupait, mais il laissait pas le bout, là. Ah, OK. C'est que le DVD, t'as le film au complet, de l'image anglaise, qui ont mis le son français par-dessus. Fait que là, il y a des bouts où est-ce que t'as pas... OK, là, je comprends. OK, c'est bon. C'est quand même épais à un point pas possible. Ouais. Mais... OK. Deuxième fort qu'on a fait, c'est Ticonderoga, qui est au départ d'un fort français qui s'appelle Fort Carillon. Donc, fort en pierre, grosse victoire française, 16 000 Anglais qui attaquent 4 000 Français commandés par Montcalm. Puis lui, il va faire une redoute plus proche des Anglais, puis il réussit à les battre, puis à renvoyer une armée 3 fois plus grosse que la sienne. Un beau fort. Ouais. Fait que Montcalm, c'était un Imperial Fist. Genre. Bravo, Montcalm. Ah, il était stoïque, il a gardé son calme. Fait qu'un beau fort, ils ont plus d'activités. Vous n'aviez pas fini avec les jeux de mots plates, non? Non. Beaucoup d'activités à faire. Il y a même un labyrinthe dans le maïs à côté du fort que tu peux aller faire avec tes enfants. C'est super le fun. On a fait l'activité Guns at Night
où là, tu as un guide qui va te montrer, ils ont une grosse collection de canons qui sont allés chercher partout dans le monde. Il va te montrer les canons, il va t'expliquer qu'est-ce qu'ils font, les bombardes, les mortiers, etc. Puis après ça, ils font une démonstration de tir au fusil, puis de tir au canon la nuit, ce qui donne des images incroyables, là, parce que le jour, tu vois la fumée, la nuit, tu vois le jet de flamme sortir de la bouche du fusil ou de la bouche du canon. Là. C'est super C'est ça que tu nous impressionnant. avais envoyé comme vidéo, là. Oui, c'est ça. C'est malade, ça. C'est cœur. Puis les gens sont super sympathiques, super accueillants. C'est vraiment cool. Puis le dernier, en fait, les deux derniers qu'on a fait, je pensais que c'était un, mais c'était deux forts différents. C'est Crown Point. Puis là, c'est pas. Il y a un tout petit musée, encore une fois, avec deux personnes qui travaillent là qui sont super sympathiques, mais c'est deux ruines. Le premier, c'est le fort Saint-Frédéric, qui était un fort français qui avait un gros bastion dans le milieu. Il est vraiment beau, là, si vous voyez des images un jour. Puis quand, après, vers la fin de la guerre de 7 ans, quand les Français ils voient que ça marche plus, puis qu'il faut qu'ils s'en aillent, ils sont partis du fort, ils ont fait sauter la poutre dedans, fait qu'ils ont fait exploser le fort, c'est devenu une ruine, pour pas que les Anglais le prennent. Les Anglais ont construit un fort juste à côté, qui lui a brûlé 3 ans plus tard, fait qu'il reste encore les ruines, là, mais c'est plus un terrain, comme un genre de parc que tu vas visiter avec des plaques, puis tout ça. Fait que vraiment cool, puis ça. En ce moment, je suis en train de tâter un autre hobby pour voir ce que ça donne, là, qui est la reconstitution. Je sais pas si je n'ai parlé dans un épisode, mais en tout cas, j'ai acheté un fusil à poudre de la guerre de 7 ans. J'ai commencé à checker ça, puis je trouve ça intéressant parce que ça me rappelle ce que c'est de recommencer un hobby puis de rien connaître. Ah, ben oui. Comment c'est important de trouver l'information. Puis là, c'est plus difficile, je trouve, ou en tout cas, peut-être que je sais pas où fouiller, mais qu'avec les wargames. OK. Mais de connaître les gens, puis de tomber sur des gens qui sont capables de t'aider et de te supporter. Puis je pense que c'est quand vous connaissez un hobby, là, fait que mettons, ici dans la crowd, il y a pas mal de monde qui font du wargame, là, de se rappeler que des gens qui arrivent, ils n'ont pas nécessairement les mêmes bases de connaissances que nous. Puis qu'il faut s'adapter, puis des fois, il y a des choses qui nous viennent naturellement, peut-être dans le montage de figurines, ou comment coller, ou comment suivre un plan, que la personne, si elle n'a jamais fait ça de sa vie, elle va faire des erreurs. Ça, moi, je suis en train de tout vivre ça encore une fois. Super intéressant. Moi, c'est ma partie préférée. Comme, c'est pas pour rien que dans les soirées peinture, quand on fait les soirées peinture live, n'importe qui vient me voir en me disant comme hey Kevin, j'aurais besoin d'aide pour quelle couleur je devrais mettre avec ça, ou qu'est-ce que tu penses que je devrais faire avec ci, ou j'ai jamais fait ça, est-ce que tu peux m'aider? Je vais toujours sauter sur l'occasion de pouvoir le faire parce que pour moi, c'est le moment le plus enrichissant dans mon hobby. Parce que je peux me motiver dans mon hobby en partageant mes connaissances avec quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout à la même place que moi, mais sans m'imposer non plus. Puis je suis obligé de partir de sa place à lui ou à elle. Parce que si je pars de la mienne, c'est pas à propos de moi. Fait que ça n'a aucun sens. Fait que, puis des fois, c'est que ça sert de rafraîchissement aussi, tu sais. De faire genre, hey, ça fait tellement longtemps que je fais ça que j'ai oublié que je plaçais mon pouce comme ça pour pouvoir enlever des lignes de moulage. J'ai oublié qu'il fallait que je place le modèle comme ça, que c'était plus utile de me placer cette position-là, que telle couleur, c'était la plus utile au départ. Que, ah oui, c'est vrai, à l'époque, quand j'ai commencé à peindre, on n'avait pas tous ces outils-là, ainsi de suite. Je trouve ça tellement rafraîchissant. Ben oui. Fait que là, tu t'es dit, faut que je recommence à zéro. Je suis rendu trop à l'aise dans mon hobby, là. Ça m'en prend un autre. Je veux faire du wargame, mais à l'échelle 1-1. Qu'un humain, c'est un soldat. C'est plus narratif quand tu tâches une fille pour vrai pendant un combat. T'as pas besoin de rouler un dé sur une table 66 pour savoir les conséquences de ton bonhomme qui est mort. Ta jambe est cassée. Tu le sais. J'ai eu de la chance, on m'a référé un petit shooter de Bernard Riendo. Si vous cherchez un armurier d'armes anciennes, musketheritage.com. Bernard Riendo qui me donne un bon coup de main pour apprendre comment fonctionne mon fusil, le nettoyer, ce genre de choses-là, avec son ami Michel aussi qui m'a donné un bon coup de main. C'est toujours important quand on commence un nouveau hobby de trouver des gens qui peuvent nous aider et nous aiguiller un peu. Mais c'est vraiment nice, ça. Ouais. Puis là, c'est-tu quelque chose que tu te vois faire comme plus long terme, là? Genre que tu te vois comme continuer à faire comme OK, là, je me planifie, la prochaine étape, c'est ça, la prochaine étape, c'est ça? Pour l'instant, je continue mon exploration. Je vais voir ce que ça donne. J'ai mon fusil qui est prêt à tirer. Je l'ai déjà testé une fois. C'était vraiment le fun, ouais. C'était cool? Oui, c'était vraiment cool. T'as-tu une meilleure appréciation de ton hobby maintenant? Tu sais, maintenant que tu l'as manipulé le fusil, maintenant que tu as tiré... Tu sais, je donne un exemple, là.
Toi, t'as tiré avec ton mousquet, c'est ça? Ouais, avec mon fusil. C'est un fusil. Ah, bon, t'as tiré avec ton fusil. Tu regardes tes modèles de l'Empire maintenant. T'es-tu genre, j'ai tiré avec un fusil de ça, fait que ça me donne envie de peindre des fusils Ouais, clairement, de ouais. l'Empire? J'avais déjà fait ça comme job d'été au début 2000, là, mais Ok. là, de revenir, d'avoir l'odeur de la poudre, ça rend plus vivant le truc. C'est clair. Fait que ça donne-tu plus envie de peindre des Jezzails? Les Giselle, ouais, j'y ai pensé. C'est sûr, des figurines de la guerre de 7 ans que j'ai achetées récemment qui attendent juste ça d'être peints. Est-ce que t'as prévu leur faire des pantalons bruns? Parce que ils n'ont pas le temps de se rendre au rempart. Tu sais? Un petit spot en arrière. Là. C'est une décale, ça, David? C'est vraiment beau ce que t'as fait. C'est-tu du freehand? Wow! Puis, dernier petit truc. Quand je voyage, j'aime ça aller voir des boutiques de jeux de figurines. Je pense qu'on pourra faire un épisode peut-être un jour là-dessus, mais c'était pas évident de trouver des boutiques de jeux de figurines dans ce coin-là. Fait qu'on est gâtés à Montréal. Puis au Québec, je pense, puis toute la région qui suit jusqu'à Toronto, sur le nombre de boutiques de figurines, parce que c'était pas évident. Puis c'est là que j'ai plus compris, souvent quand les gens parlent de club versus jouer dans les magasins, comment la différence entre l'Europe, parce qu'on parle, c'est qu'apparemment, en Amérique du Nord, les magasins sont vraiment loin. Ben là je l'ai vu. Là, que le magasin est loin, puis le magasin que je trouve, mettons, à Burlington, très sympathique, mais ils ont presque rien. Là. Comprendre que les gens ils jouent souvent entre leurs amis ou dans des tournois, dans un gros événement, et peut-être plus rarement dans les magasins, ou en tout cas. Ils vont pas stocker. Mais en tout cas, je pense qu'on a quelque chose pour faire un épisode un jour, parce que même toi aussi, t'es allé en Grèce et tout ça, puis t'as regardé les magasins. Là. Ouais. Ben, puis là, tu vois, là, je m'en vais en voyage. Au moment où l'épisode va sortir, je m'en vais à Sandbanks en Ontario avec Catherine. Puis j'aime ça quand on va à cet endroit-là, juste voir, y a-tu un hobby store? Pas loin. Quand j'étais allé à Gatineau, j'avais découvert le Game Zone, là, non? Ouais. J'avais découvert ça comme par hasard. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'avais découvert ce magasin-là parce que je cherchais du hobby. Mais qu'au bout de la ligne, ce que j'ai découvert, c'est un magasin qui avait tellement de bons comic books que ça m'a relancé dans les comic books. Ça m'a pas plus donné envie de faire du hobby. Tu vois. Mais on trouve des petits trésors des fois, ça nous rattache à un autre produit de hobby, whatever. Comme toi, j'aime ça les encourager. Puis là, cette fois-là, j'ai acheté des figurines de Donjons Dragons pour mes fils. C'est ça. Puis ça va faire plaisir à Phil, je me suis acheté un booster de Magic. Oh yeah! Hein? Un petit peu d'indulgence. Tu l'ouvres, ça sent les cartes neuves, puis là t'es comme, qu'est-ce que j'ai? Oh! Ça vaut rien. Là, Phil, ta collection de Magic, étais-tu dans l'attaque de la Skaven Tide ou il était safe? Ah non, oui, il y en a un bout qui a passé dans l'attaque de la Skaven Tide. Yeah. Ça donne le goût de lancer une petite guerre de 7 ans. Skaven vont tous mourir. Yes! Fait que c'est tout pour toi, David? C'est tout pour moi. Cool! Hey, c'était vraiment prolifique en hobby quand même, les gars. On s'est quand même laissé aller pas pire. On n'a pas fait d'épisode la semaine passée. Il n'y avait pas d'épisode la semaine passée. C'est ça. C'est ça qui arrive. Sujet principal. Dernier épisode qu'on s'était fait, si ma mémoire est bonne, on avait eu... on avait parlé de Spearhead, si ma mémoire est bonne. Ça se peut-tu? Oui. Fait que l'épisode 112, on avait parlé de Spearhead, puis ça m'avait comme donné l'idée de dire il y a d'autres aspects de la 4e édition de Age of Sigmar qui valent la peine d'être explorés. Puis un de ceux qu'on est en train d'explorer un peu en ce moment, David un peu, moi un peu plus, toi et moi, Phil, on s'en était parlé. Path to Glory, c'est l'angle narratif que Games Workshop a pris pour son Age of Sigmar, tout comme Crusade l'est pour Warhammer 40 000. Path to Glory a vécu plusieurs itérations différentes. Fait que je me suis dit, aujourd'hui, on pourrait parler de Path to Glory, ce que c'était avant, jusqu'à ce que c'est aujourd'hui. Puis notre expérience, même si elle est un petit peu limitée de ce qu'elle est en ce moment en 4.0,
Mais je pense que ça vaut la peine de pouvoir l'explorer un peu parce qu'il y a énormément de joueurs et de joueuses qui vont commencer dans Age of Sigmar en ce moment, qui n'ont jamais fait de hobby, qui vont se faire dire « Hey, il y a 3 modes de jeu dans Age of Sigmar. Tu peux jouer open, tu peux jouer narratif, tu peux jouer match play. » Bon, là, qui part là-dedans, quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui aurait vraiment bien étudié son wargame pourrait dire tout. Ce n'est pas match play. Il y a match play, competitive play, puis casual match play. C'est ça. C'est ça qui est important dans le match play. Mais cet érudit-là n'existe pas parce que clairement que c'est un. Non, c'est non. Mais je fais un lien un peu avec ce que tu disais tantôt, David. Tu sais, quelqu'un qui commence dans le lobby, qui arrive, il ne vient pas avec les mêmes bases que nous. Nous, quand on regarde Crusade, où on voit Path to Glory, où on voit les systèmes narratifs que Games Workshop sort, des fois, on se permet l'éditorial de dire « Je suis désolé, on va sonner vieux, mais c'était mieux avant. » Désolé. Ouais, ben comme quand on a eu notre petite phase à OS 4.0. Puis là, en ce moment, le narratif de Games Workshop, ça se passe dans Path to Glory, ça se passe dans Crusade. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres modes narratifs. Il n'y a pas des livres de campagne comme qu'ils faisaient dans les Realm Gate Wars. Je ne trouve plus ça aujourd'hui dans Age of Sigmar. Bien que ça me fasse de la peine. Path to Glory 4.0, très différent de celui de la 3e. J'aurais envie de parler un peu avec vous. Le Path to Glory, on a vécu toutes les 3. Là. On a vécu le Path to Glory de la première édition. On a vécu le Path to Glory de la 2e, 3e édition. Dans les codex, il avait sorti à la 2e édition, mais c'était le même principe que la première édition. Puis à la 3e, là, on a vu un shift dans le Path to Glory qui était beaucoup plus match-play quand même dans sa façon d'être utilisé. Puis là, on est vraiment à un Path to Glory qui a un tout autre système qui a vraiment été repensé au complet. Je dois avouer que j'aime beaucoup plus celui de la 4.0 que celui de la 3.0. Je l'ai dit d'avance, celui de la 3.0, je n'ai jamais détesté un système narratif autant que celui-là. Je m'excuse, je ne vais même pas faire assemblant. Mais vous, votre expérience avec les Path to Glory, ça leur ressemblait à quoi jusqu'à maintenant? Ben, c'était surtout comme tu dis, la 3e édition, elle n'existe pas, fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Comme moi, ça fait longtemps. On y a touché, on a fait arc, non. Ouais. C'est plate, là, mais c'était pas les territoires, ces trucs-là, ça nous intéressait pas. Mais tu sais, mettons qu'on retourne au début de la patente, au début des Age of Sigmar, ben tu sais, ça allait avec le General's Handbook, c'était il y avait eu un livre à part, mais c'était comme le côté genre, je joue des games, je peux donner une certaine couleur à mes unités, à mon héros. Parce qu'il a beaucoup été repris que moi, c'est pour ça qu'on aime Warcry. Mais pour le reste, c'était jamais revenu proche de ça. À la fin des livres de Broken Realms, il y avait comme quelque chose qui ressemblait à ça, puis Dawnbringers aussi. Beaucoup plus là, de ce que j'avais vu, que tu m'avais montré aussi de Dawnbringers. Mm-hmm. Mais tu pourras en parler plus, mais tu sais, ce que tu m'as montré à date, puis que j'ai regardé un peu de 4.0, c'est que là, on retourne plus à quelque chose du début de Age of Sigmar. Ouais, il y a vraiment comme une grosse différence. On va pouvoir revenir, David, que tu puisses parler un petit peu de ton expérience aussi, là, mais le début de la 1.0 avec Path to Glory, c'était vraiment comme on donne des petits bonus, tu gagnes des points, ça te permet de pouvoir rouler des dés pour pouvoir savoir quelle unité tu vas rajouter à ton armée après. T'sais. C'était ça le système, c'est que tu grossis ton armée en dépensant des points pour avoir des rolls qui te dit ben, je rajoute un chaman, je rajoute un chariot, je rajoute de la cavalerie, je rajoute un héros, ainsi de suite. Puis tu peux dépenser des points pour aller chercher des petits bonus sur tes héros, mettons, ou sur des unités spéciales. C'était très rudimentaire, mais c'était fait pour représenter la grosseur de ton armée qui s'agrandit de plus en plus à chaque game que tu joues. La 3e édition a amené un système de territoire avec plein d'affaires un peu fucked up là-dedans là, que je dois avouer que je sais pas qui s'est assis et qui s'est dit c'est une bonne idée, mais cette personne-là, je suis pas trop certain de ce qu'elle essaie de faire avec ça. Puis là, on est rendu à la 4.0 où est-ce que Phil dit on est comme un petit peu retourné à l'étape de départ où est-ce qu'on donne des bonus aux héros puis aux unités. Mais on n'est pas retourné à l'étape aléatoire de regrosser les armées puis de rajouter des unités de cette façon-là. Fait qu'il y a comme une espèce de mix entre ce qui se faisait avant puis ce qui est un petit peu nouveau aujourd'hui. Fait que toi, David, ton expérience avec
Path to Glory jusqu'à maintenant. Tu as vécu la première édition avec moi. Oui. Quand je travaillais au magasin, on avait joué Oui. ensemble la première édition. Oui, j'avais trouvé ça. On a eu du fun, mais j'avais trouvé ça difficile. Puis je pense que c'est pas juste à cause de Path to Glory, c'est que j'essayais de jouer mon empire, qui était les débuts des Cities of Sigmar. Puis je pense que je comprends le mot. Là. Ils voulaient pas. Ils ont éliminé 2 armées. Ils voulaient pas toutes éliminer les armées qui avaient. Mais les armées n'ont pas suivi, ils n'ont pas donné d'amour, d'attention. Fait que c'était comme weird. Ça jouait mal, en tout cas. Les Sigmar ont gagné une identité maintenant, à la fin de la 3e, au début de la 4e. Depuis Dawnbringer, ils ont une personnalité. C'est vraiment récent, là. Fait qu'autant j'avais eu du fun dans nos parties, autant narrativement, ça finissait tout le temps que mon général, il survivait en se sauvant. Puis là, il fallait que je finisse la fois où j'ai gagné. C'était une belle game, ça. Hein? C'était une belle game, ça. Je m'en rappelle, David. C'est là où les règles prennent le pas sur le narratif, puis t'es comme, pour gagner la game, il faut juste que je me prenne avec mon cheval, puis que tu ne me touches pas avec ta pierre. Je trouve ça dommage que tu résumes notre partie épique de cette simple façon. Je vais m'en rappeler autrement dans mes rêves. Il y avait des trucs weird, genre, j'avais des flagellants, puis la règle des flagellants, c'était à 20, mais c'était juste une unité de 10. Ah ouais. Puis c'est comme, là... c'est pas jouable. Non, mais ça c'était d'une stupidité, là. C'est genre, t'as droit à un bonus, tu peux pas t'en servir tant que tu l'as pas reinforce. Fait que là, tu vas te rendre à 20. Parce que là, tu pourrais la booster pour faire une unité de 20. Quand tu te retrouves à la booster pour faire une unité de 20, le bonus s'active. Il fonctionne tant que t'as 20 bonhommes. Puis le but, c'est qu'il faut que tu prennes des wounds pour enlever des gars. C'est ça qui te donne un bonus. Mais comme tu tombes à 19, le bonus, tu l'as plus pour le reste de la game après. Fait que tu l'as pour le tour 1 si t'as jamais mangé une flèche. Ouais. Si on t'a jamais attaqué avec un spell. Dès que tu perds un gars, tu pourrais même pas l'utiliser encore. Fait que dans le fond, tu pouvais jamais utiliser le bonus des flagellants jusqu'à temps que tu sois rendu à 32 dans la squad. Ce qui te demandait de roller pour aller augmenter cette unité-là pour la rendre à 20 puis à 30. Pour vrai... C'est l'époque où ils faisaient un arbre de roll puis de règles puis qui disait c'est demain ça marche. On n'a pas pensé au War Scroll, on n'a pas pensé au bonus, on n'a pas pensé à la synergie. On a juste dit c'est de même que c'est. Puis sûrement, en fait, ce qui marchait le mieux à l'époque, puis malheureusement que j'ai pas fait l'expérience, c'était les livres de campagne où là, ils donnaient la liste. Ah ouais. Ils disaient ça, c'est ça qui joue contre ça, parce que là, c'était tout pensé autour de ça. Fait que là, ça devait être ce qui marchait le plus comme jeu. Fait qu'on a fait ça, mais j'ai quand même eu du fun, tu sais. Après ça, 3e, j'en ai pas fait. Tu sais, c'est plus toi puis Phil qui était à fond dedans puis qui ont regardé, puis tout de suite, le feedback que j'ai eu, c'est pas intéressant. Ouais. Puis, ce que je me rends compte, c'est ça prend du temps, Path to Glory. C'est pas juste... Souvent, nos projets, c'est hey, on fait une affaire, on a une idée, on le fait, on passe à un autre projet, puis entre-temps, on a 1000 idées de projets. Puis là, au fur et à mesure qu'on avance, ça se réduit à finalement, on va faire ça. Path to Glory, on dirait que ça demande un moment où tu dis il y a un début, puis il y a à peu près une fin là pour que tu aies le temps de jouer, là, d'accumuler des points, puis là, de faire des trucs. Ouais. Ce qui n'est pas dans jusqu'à maintenant, en tout cas, dans l'ADN de comment on fonctionne. Ouais. Fait que c'est pas un système qui jusqu'à maintenant a été bien adapté à comment on jouait dans notre groupe. Ouais. Je pense que, comme tu dis, c'est que ça demande une certaine fidélité. Je pense qu'on a la malédiction et la bénédiction de jouer plein de sortes de jeux différents qui fait en sorte que notre créativité n'arrête jamais. C'est des gens qui vont vivre un hobby burn-out, qui vont disparaître durant 3 mois du hobby parce qu'ils n'en font plus, parce qu'ils sont brûlés. C'est bien correct. Et la majorité du temps, pour nous, quand il y a une sorte de hobby qui nous intéresse moins, mettons faire de l'Horus Heresy, ça nous tente, puis ça ne nous tente plus, on sait qu'on peut aller faire du Age of Sigmar. On sait qu'on peut aller faire du Saga. On sait qu'on peut aller faire du Frostgrave. On sait qu'on peut aller faire du Underworld. Là, j'exagère. Mais on peut se promener dans plein de sortes de wargames différents pour pouvoir se permettre de changer le taste de la façon dont on fait notre hobby. Fait que tu as toujours un palette cleanser. Tu es toujours capable de pouvoir comme recommencer ton inspiration sur un autre projet, sur une autre affaire. Ce que ça pénalise, c'est l'idée de garder une trame qui est longue sur la même chose. Si on faisait juste jouer à Age of Sigmar, probablement que tu pourrais partir le projet de l'armée X puis de l'amener jusqu'à 2000, 3000 points. T'sais.
ce qui était possible d'être fait avant, ce qui était possible d'être fait à la 3e édition, ce qui est encore possible d'être fait à la 4e édition aujourd'hui. La chose qui, pour moi, est très différente, c'est que avant, le feature spécial de la première édition, c'était de rouler pour aller chercher tes units. C'était pas un choix. Il y a bien des gens qui chialaient contre ça. Parce qu'ils disaient, moi, j'ai pas envie de m'acheter n'importe quoi. Je pense pas nous, on avait choisi, on n'avait pas roulé. Ouais. Oui, Mais eux aussi, c'est parce qu'ils se disaient que c'était comme un genre de match play. C'était comme, ils voulaient pas que tu puisses choisir, mais dans le fond. Ah oui. Puis là, c'est ça, maintenant, vu que c'est comme on a dit, là, c'est comme un arbre un peu comme Diablo. Là, tu peux bâtir ton propre truc en fonction de ce que tu veux que ça représente. Oui, parce que là, dans le fond, avant, tu étais censé rouler tes powers, tu étais censé rouler tes units. Au magasin, beaucoup de gens trouvaient que c'était un peu malhonnête comme façon de faire parce qu'ils disaient, ben, dans le fond, au magasin, ce que vous voulez faire, c'est me forcer à acheter des units que vous voulez absolument vendre, mais que moi, je veux pas. Puis moi, évidemment, que ma réponse à ça, vu que c'est moi qui renais l'événement, j'étais genre, non, time out. Rien à battre de ton argent, entre guillemets. Oui, je veux que tu achètes du stock, mais jamais pour pas que tu sois heureux avec. Comme, le principe, c'est tu sais pas ce que ton armée va recruter. C'était ça l'idée en arrière de Path to Glory à l'époque. C'était, mettons, on part à l'époque de base. La façon que les autres l'avaient présenté, c'était t'es un genre de Chaos Lord, t'es un genre de héros elfe, t'es un genre de héros nain, un Stormcast, peu importe. Ben, ta légende grandit, puis les petites forces que tu as avec toi vont en attirer d'autres. Puis à travers l'histoire que tu es en train de bâtir, tu pourrais aller libérer des villages, sauver des gens, aider des personnes, peu importe. Et ça fait en sorte que c'est pas toi qui choisis ce que tu vas libérer. C'est pas toi qui choisis ce que tu vas faire nécessairement à cet endroit-là. Tu vas venir à rencontrer des situations qui vont amener soit des gens à se joindre à toi, soit à les inviter à se joindre à toi. Donc, des fois, tu vas avoir ce que tu veux. Des fois, tu vas avoir autre chose. C'était ça la beauté de Path to Glory, c'était ton armée se bâtit comme une armée naturelle se bâtirait, ce qui veut dire qu'il y a du monde qui se greffe à toi, puis il y a des affaires qui se passent un peu autour, puis c'est pas toi qui contrôle chaque personne qui vient de se joindre nécessairement à ton armée. À un moment donné, ce que tu veux, c'est une armée. Fait que dans ton armée, des fois, ben, il y a des flagellants, puis d'autres fois, il y a des gars avec des canons. Ben oui, ça se peut que les flagellants, ce soit pas ça que c'est pas tes préférés. C'est vrai. Mais ils sont quand même là pour ta cause, puis tu vas quand même en avoir besoin à un moment donné. Le canon, c'est clairement lui que tu choisirais en premier, par exemple, parce que c'est ça que tu veux. Mais, les flagellants ont une raison d'être. Bon, c'est un exemple. Là. Mais c'était ça. Mais encore là, on rentre un peu dans un mode, comme on disait à Frostgrave tout à l'heure, de il faut que tu parles, puis si tu veux juste abuser du système, c'est peut-être pas là. Ben oui. Fait au magasin, on avait comme laissé libre choix aux gens de dire tu peux rouler si tu veux. Moi, c'est ce que je faisais. Ou tu peux choisir ta unit. Fait comme ça, quand tu vas dépenser ton argent, quand tu vas faire ton hobby, tu vas être motivé de le faire. C'est tout à fait correct. Même chose pour les bonus. Les bonus, tu peux choisir pour les units, ainsi de suite. Deuxième édition, ils ont suivi le même principe. Juste changer les tables un peu, rajouter des affaires. Il y avait eu des nouveaux codex, des nouvelles armées. C'était cool, il y avait du nouveau lore. Mais ça faisait juste bâtir sur ce qui existait déjà. Troisième édition, ils ont lancé le principe d'avoir des territoires. Fait que là, ils venaient chercher un peu ce que Warcry faisait, parce que c'était sorti un peu avant. C'était de dire ton armée contrôle des territoires, puis ces territoires-là te donnent des bonus. Ça, c'est le genre d'affaires qu'habituellement, tu aurais vu dans une campagne avec une map, genre Blood in the Badlands dans la 8e édition, ou Mighty Empires, ou je ne me rappelle pas exactement c'était quoi le système de... Mighty Empires, c'était pour Warhammer Fantasy, mais 40K avait quelque chose de similaire aussi, c'était pas Cities of Death. C'était un autre principe similaire de campagne avec une map. C'était si tu contrôles tel bout de territoire, tu as plus de munitions, fait que tu as plus de telle affaire. Si tu contrôles plus, tu as plus de recrues, ça donne plus de telle affaire. Fait que le principe d'aller chercher des bonus à la StarCraft ou à la Warcraft, de quand tu bâtis tel genre de zone ou tu bâtis tel genre d'usine ou whatever dans tel genre de territoire, ça donne tel bonus. Ce qui a complètement un sens quand tu as une map. Mais la troisième édition, ils n'ont comme pas fait de map. Fait que c'était un système de map, pas de map. Puis il fallait que tu te battes pour des territoires. Puis ces territoires-là grandissaient. Puis là, après ça, dans ces territoires-là, tu pouvais bâtir villages, villes, forteresses, cités. Mais. Sauf que tout ça était fait un peu comme arbitrairement, comme dans ton imaginaire. C'était jamais comme figure out sur quelque chose. Fait que c'était un concept qui était intéressant,
mais que tu disais, ben, tu vas me sortir un livre de campagne avec ça. Là. Tu vas me sortir un Blood in the Badlands, s'il te plaît. Beau livre de la 8e édition que moi j'avais beaucoup aimé. Là. Ou Firestorm, je pense que c'était le livre de la première édition, livre de campagne, où est-ce que tu fais contrôler un territoire, ça donnait des bonus, tu fais bâtir une forteresse dessus, ça donnait d'autres bonus. Moi, à la 3e édition, je me rappelle que j'en parlais avec Phil, puis j'étais genre, ben c'est ça qu'ils vont nous sortir. Là, en ce moment, dans le livre de règles, c'était un peu bare bone, là, genre c'était tout croche, mais tu vois qu'ils l'ont arrêté à moitié le projet. Là. Il y a quelque chose d'intéressant pour pouvoir faire une campagne avec une map. Ça pourrait être vraiment cool. Le narratif d'Age of Sigmar, on se rappelle à la 3e édition, c'était Dominion. C'était Stormcast Orc. Dans Gur, on vient d'arriver dans Gur. On découvre Gur. Puis on fait des territoires dans Gur. Fait qu'on va te faire découvrir Gur à travers une map, à travers une campagne. Je me rappelle, on se parlait, moi, puis j'étais genre, ça pourrait être vraiment cool. Puis ben, finalement, il n'y a rien eu. Non, ça a pas mal été pouette-pouette. C'était juste un... Ils ont strappé un narratif. That's it. Fait que ça, c'est ce qu'ils ont gardé à ce moment-là. Puis tout tournait autour de ça. Parce que dans le fond, si tu enlevais ça, ben c'était ton héros gagne des bonus, gagne des malus. Puis quand tes bonhommes meurent, tu peux les remplacer par d'autres choses. Qui est un core concept qui existe dans plein d'autres sortes de jeux, ce qui est bien correct. Mais ce qui faisait la saveur de Path to Glory à 3.0, c'était les territoires, puis les forteresses, puis ces affaires-là. Si tu l'enlèves, ben, c'était comme un crusade. C'était le même principe. Ce qui est correct, mais dans Crusade, il manque quelque chose. Là, ils l'ont mis dans celui-là, mais il n'est pas fini. Fait que t'attendais qu'il finisse. 4.0, ils l'ont repensé au complet. Fait que je sais pas, David, si tu as eu un petit peu de temps de pouvoir le regarder. Non. C'est ça que quand tu dis on n'a pas eu le temps de pouvoir se rendre, de pouvoir vraiment l'explorer. Ils ont fait un système d'arches où est-ce que tes héros ont 4 choix d'arches. Ah, ouais. Puis ils gagnent des bonus un peu à la Diablo. C'est un genre de skill tree. Là. Fait que dans le fond, mettons tu joues un prêtre, tu joues un héros prêtre, ben t'as un chemin qui peut être fait pour le prêtre. T'aurais le chemin pour le wizard. T'es pas un wizard, fait que tu le prendras pas. T'aurais le chemin pour le fighter, puis le chemin pour le leader. Tu pourrais choisir ces deux autres-là aussi. Tu pourrais être un priest puis pas choisir le chemin du priest. Tu pourrais choisir les deux autres. Prendre celui du wizard, t'es pas un wizard. Fait, ça te sert à rien, puis c'est pas possible. Fait que chaque héros peut choisir ses affaires, puis dans ces arches-là, ils ont 2 choix d'arches. Fait qu'habituellement, ça va se représenter selon quelque chose qui va être un petit peu plus généraliste, défensif, offensif, plus de spells, plus de prayer, plus de dispel, plus d'artefacts magiques, plus d'influence sur tes unités, plus de capacité à débuffer les autres. Fait que c'est tout. Moi, je trouve que c'est super intéressant comme concept parce que ça fait en sorte qu'on peut avoir 2 leaders qui sont complètement différents l'un de l'autre alors qu'on est tous les deux des générales. Je te donne un exemple, là, mais tu pourrais avoir Archaon d'un côté, puis avoir un autre Chaos Lord qui est aussi un commandant, puis ne pas avoir le même skill tree, ne pas avoir la même progression au niveau des powers. Prendre des personnages nommés? Je donne un exemple. Ah, ok. C'est juste pour dire un leader du type Archaon, parce qu'Archaon, c'est pas un killer. Ouais. Bon, je m'excuse pour tous ceux qui considèrent qu'Archaon, c'est un killer. Archaon, d'abord et avant tout, c'est un leader d'armée. C'est ça qui a fait en sorte qu'il s'est rendu au End Times et qu'il a réussi à gagner. C'est qu'il a réussi à réunir son monde pour pouvoir faire quelque chose. Fait que Archaon, c'est un type de leader qui est un leader plus qu'un combattant. Puis il y a maintenant 2 types de leaders dans le Path to Glory. Fait que tu pourrais faire ton narratif de leader qui lead ton armée. Je pourrais faire mon type de leader qui lead mon armée aussi, avec charisme, avec discipline, mais qu'on n'a pas le même skill tree. Fait qu'on pourrait jouer le même type de leadership, mais pas avoir la même évolution, qui pourrait se représenter dans le narratif. Fait que ça, je trouve ça cool. Puis dans le fond, c'est que tu choisis, à chaque fois que tu gagnes un certain niveau de renown, tu débloques un 2e niveau, un 3e niveau, un 4e niveau. Puis les pouvoirs deviennent de plus en plus puissants pour représenter le fait qu'à ce moment-là, à la fin, tu es censé avoir une armée tellement grande, tu es censé avoir tellement de puissance que les autres personnes avec lesquelles tu joues sont aussi à l'apogée de leur puissance. Puis dans le fond, quand tu accumules tous ces pouvoirs-là, puis tu regardes les chartes des héros nommés, tu es très comparable à ces héros-là. Fait que c'est très, très cool parce que ça fait en sorte que ton héros narratif que tu t'es bâti de zéro, oui, au départ,
ton Chaos Lord, il n'est pas Archaon. À la fin, il a une capacité assez impressionnante qui l'amènerait proche d'un Archaon. Ça reste qu'Archaon, c'est Archaon, Nagash, c'est Nagash, Laverqueen, c'est Laverqueen. Okay? On est tous d'accord, ils sont tous dans le top. Mais toutes les autres, là, les Sigvald, j'essaie d'en trouver d'autres, là, mais tu sais, Xanthos chez les Bone Reapers, tous les héros, mettons, de mid-tier, mettons, je vais appeler ça comme ça, là, ceux qui font avancer l'histoire, mais qui ne sont pas des demi-dieux, tu pourrais avoir à la fin de ton Path to Glory quelqu'un qui est à ce niveau-là. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment littéralement l'évolution de ce héros-là pour l'amener au niveau que dans les romans, quand tu les lis, c'est ces personnes-là qui font avancer l'histoire. Fait que ton gars, il est rendu là. Fait que ça, je trouve ça cool. Puis tu as le même principe pour les unités. Fait que maintenant, dans la 4.0, tes unités peuvent gagner des points d'expérience, des points de renown. Puis tu peux choisir s'ils sont plus du style attaquant ou du type défenseur. Et dans chacun de ces deux arbres-là, tu as deux choix, comme pour les héros, de qu'est-ce que tu veux choisir comme bonus. Fait que tu pourrais choisir, mettons, une unité qui est défensive, qui est vraiment bonne pour aller chercher les objectifs, puis les garder, puis les défendre. Comme tu pourrais choisir une unité qui est très défensive dans le but de passivement augmenter son armure, son nombre de points de vie, sa capacité à défendre un héros, par exemple. Ce qui est comme deux affaires complètement différentes. Il y en a une qui contrôle le terrain, l'objectif, le point important, puis une autre qui est de se protéger soi ou protéger quelqu'un. Fait que, même chose pour l'attaquant, le même principe, là, genre, plus tuer des héros, plus tuer de la mob, tuer des monstres, tuer des whatever. Tu peux te régénérer, whatever. Fait que, je trouve ça cool qu'ils aient fait ça. Ils ont enlevé complètement les territoires. Ils ont enlevé complètement toutes les forteresses. Ce système-là n'existe plus. Il n'est plus là. Ils ont pris le système de quest de Warcry, puis ils l'ont mis dans la 4.0. Fait que dans le fond, ton Path to Glory, tu peux choisir une quête. Tu pars de ça pour pouvoir faire l'histoire de ton armée. Puis au fil du temps, ben, tu peux ajouter plusieurs quests les unes après les autres pour pouvoir représenter dans quelle épopée est-ce que ton héros ou ton armée est en train de se lancer. Fait que, tu te lances pour le Graal, puis après ça, ben, tu te lances pour aller tuer un hydre, par exemple. Fait que, tu peux comme enchaîner ces quests-là. Comme Warcry le faisait, c'est les mêmes quests. C'est la même affaire. Il n'y a pas de système random pour ajouter des unités. C'est toi qui les ajoutes comme que tu veux. Similaire à la 3e édition, tu te fais un roster, fait que tu dépenses des points pour aller rajouter des unités. Tu commences à 1000 points, mais tu peux grossir ton armée par après, de plus en plus. Fait que tu ramasses des points pour pouvoir acheter des unités. Je pense pas que j'ai rien oublié. Ah, ils ont enlevé complètement les casualties. Fait que dans Path to Glory, une des choses qui était comme fatigante à quelque part, parce que tu te dis à quoi ça sert, c'est un peu une perte de temps. L'exemple typique, c'était j'ai une gang d'elfes lanciers, basic, sont morts dans la game. À la fin de la game, je roule un D66, mettons. Puis je pogne les résultats qui fait qu'ils sont morts. Ben écoute, ils sont morts. Efface la feuille. Rajoute elfe lancier pour le même nombre de points. Puis là, tu te dis, ben ça, c'était l'unité miroir de celle qui était là avant. Hey! Fait qu'au bout de la ligne, c'était un peu comme un no-brainer de garder ça comme ça. Ça me fait penser à... Il y avait une bande dessinée où c'était un mème, en tout cas, Ouais. de Donjon Dragon. Puis le gars, il joue un barde, puis ils vont se battre contre un dragon. Le barde, il meurt. Puis là, il sort une feuille de barde. Puis là, dans le fond, dans la BD, tu vois juste une pile de bardes, que c'est le même barde, mais de couleurs différentes. Ouais, ça aussi, le frère de l'autre. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est le frère jumeau. Mais c'est exactement ça. Puis, à la limite, je comprenais l'idée. Tu sais, quelqu'un qui voulait vraiment jouer hardcore, il dirait, ben, cette unité-là, je peux plus la jouer. Fait qu'il faut que je m'achète, ou il faut que je m'assemble, ou il faut que je me peigne une nouvelle unit, tu sais. Mais on sait tous que les gens n'allaient pas là. Les gens faisaient, mais j'ai besoin de mon 100 points. Puis ma unit, elle vaut 100 points. Puis je l'ai déjà assemblée, je l'ai déjà peint. Fait que je la remets dans mon armée. Puis les règles soutenaient ça en disant, quand c'est une unité de base qui meurt, tu peux la remplacer par la même unité. Fait que c'était encouragé dans les règles. Fait que les gens faisaient juste comme pas vivre la conséquence, dans le fond. Et là, maintenant, la 4.0, ben, ils l'ont enlevé, ça. Les unités meurent, ils meurent pas pour vrai. Il n'y a pas de casualties là-dessus. Les héros, oui. Mais c'est un peu... Les héros, ça va arriver. L'idée, c'est un peu comme, je pense, Phil il en parlait tantôt pour Frostgrave. C'est comme si quand tu es dans une campagne, tu veux qu'il y ait
une sorte de conséquence. C'est pas juste genre, je rentre dans le tas avec toute mon armée. Finalement, c'est une mauvaise décision, tout le monde est mort, mais la game d'après, ils reviennent. Ouais. L'idée est intéressante. Ben mais oui. après, dans un hobby où on parle d'armée, tu peins une centaine de figurines. Faut que tu sois capable de repeindre autre chose entre-temps si jamais tu réutilises pas la même. Fait que c'est comment trouver un système. Moi, quand j'avais réfléchi à quelque chose de similaire, je m'étais dit, à la place, mets un genre de fatigue sur les unités. Là, je m'étais inspiré de Saga, où ton unité que t'as fait le choix de la mettre dans la bataille jusqu'à la fin et qu'elle s'est fait réduire à 0, ben elle arrive à la prochaine game fatiguée. Puis, par exemple, c'est l'autre qui te force à rerouler des jets. Ah, ben oui. Une couple de fois. Mais comme ça, il y a une conséquence. Fait que tu y penses à 2 fois avant de faire juste all-in, puis tout le monde meurt, puis haha, tout le monde revient Freddy Dispo la dernière fois. Mais tu sais, ça sans te punir, puis de dire genre, ouais, faut que je peigne 1000 points en 2 semaines, oublie ça. Là. Oui, puis je pense que dans une bataille de skirmish comme Frostgrave ou comme Warcry, perdre ton dude avec une arbalète, peindre un autre dude avec 2 couteaux, c'est pas exagéré. C'est pas... À la limite, t'es censé aimer ça. Puis là, je m'excuse pour tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, vous êtes comme, non, moi, je veux juste jouer le jeu, c'est correct, mais on s'appelle soirée peinture. L'idée, c'est que t'es censé un peu aimer ça, assembler et peindre des figurines. Est-ce que c'est chiant, prendre ton gars avec une arbalète, l'enlever parce que maintenant, il est retired, il est mort, c'est fait. Comme une game de Blood Bowl où est-ce qu'il est tellement blessé, faut que tu enlèves le joueur du field parce qu'il était trop blessé, il est plus jouable. Il est rendu en chaise roulante. À quelque part, il bouge plus. Bon, OK. Mais dans une game de bataille de masse, tu peux pas garder le même principe de enlever des unités puis de vivre une grosse pénalité dans le sens de la pénalité, c'est retirer des affaires parce que c'est pas réaliste. Les gens vont pas suivre ce rythme-là. Puis là, tantôt, tu disais un rythme plus lent où est-ce que tu peux comme élaborer là-dedans. Oui, OK. Mais comme à un moment donné, l'inspiration va manquer. Comme à un moment donné, tu vas arriver au point où tu vas être comme combien d'unités de lancier qu'il faut que je fasse? Parce que mon unité de lancier, c'est ça qui va mourir le plus souvent. Ouais. Sa job dans la vie, c'est d'aller sur l'objectif. Puis comme tous les scénarios sont à objectif, ben lui va toujours aller tuer ceux qui sont sur l'objectif. Fait que je vais peindre combien d'unités de lancier avant de me tanner de jouer cette armée-là? À quel point je vais être déçu à un moment donné de jouer des lanciers? Fait que c'est un petit peu ça. Fait que j'étais content qu'il l'enlève, mais j'aurais aimé qu'il mette un système un peu comme que tu mentionnes, qui est à la limite un debuff. Ouais. J'ai pas besoin que tu me dises tu l'enlèves, tu le remplaces par un autre. Non, ils sont morts, pas de problème. Roule un des 3, c'est ces 3 choix-là qui existent. C'est des debuffs. Ils sont juste là pour une game. C'est tout. Ils sont fatigués pour une game. Ils sont pas concentrés pour une game. Ils peuvent pas caster de spell pour une game. Peu importe. Ils sont plus susceptibles aux spells pour une game. Peu importe, là, je donne des idées, là. Mais j'aurais aimé ce genre de système-là parce qu'effectivement, en ce moment, ce que je trouve cool de Path to Glory, c'est qu'il y a beaucoup moins de bookkeeping. Parce que dans le fond, il y a juste les héros qui vivent des conséquences. Puis après ça, les unités, tout ce qu'ils peuvent gagner, c'est des bonus. Ça arrive tellement pas souvent que le bookkeeping est vraiment minimal. Ce qui est cool d'un côté, parce qu'on s'était souvent dit avec Phil, genre dans Crusade, hey, il y a du bookkeeping, pas qu'un petit peu. Hein? Parce qu'il faut que tu calcules chaque kill que tu fais, puis les points d'XP que tu fais, puis les blessures que tu reçois, puis les fois que tu es mort, puis à un moment donné, ça peut être le fun, mais en même temps, ça peut devenir fastidieux à un moment donné. Surtout plus que les armées grossissent. Au final, il n'y a aucun bookkeeping qui a vraiment on trouvait cool sur papier, mais au final, ça finit toujours par être too much. Là. Dans un jeu de skirmish, tu keep track vraiment beaucoup plus facilement, je pense. Mon dude avec un eye patch, c'est un dude avec un eye patch. Dans une armée, si toutes mes ailes font un eye patch durant 3 games, je finis par pas m'en rappeler puis je finis par pas jouer avec. Je sais pas. Comme tu perds le track de ça. Là, j'ai juste joué à Spearhead dans la 4e édition, mais dans la 3e édition là, de Age of Sigmar, t'as des règles sur ton War Scroll, t'as des règles dans ton livre d'armée, t'as des règles dans le livre de base. Fait que le jeu est déjà gros. C'est encore le cas. Le jeu est déjà gros si en plus tu rajoutes comme, OK, il y a une autre couche de règles. Fait que c'est bon pour les gens qui s'investissent dans un jeu, qui continuent dans ce jeu-là. Parce que là, ça lui donne une énorme profondeur. Mais si t'as du bookkeeping à faire en plus, puis que ça devient énorme. Et donc... On l'a réalisé au fil des années, le bookkeeping. Il finit par nous faire déconnecter, même si en réalité, on est comme, wow, c'est cool pour toutes les options, puis narratifs, puis ces trucs-là.
Mais comme Kevin il dit, tu sais, dans un skirmish, c'est peut-être plus facile parce que le jeu a une mécanique plus simple. Fait que t'as peut-être plus le temps. Puis tu vas peut-être jouer plus de games, une à la suite de l'autre, qui ont un lien, Ben oui. que jouer plein de games d'AOS ou de 40K qui justifieraient l'attachement à, comme Kevin, dude, il y a un eye patch, ben, les chances sont plus faibles. Ben oui. Ben, c'est pour ça que je trouve ça cool que maintenant, ce soit seulement les héros qui aient des conséquences. Ça, je trouve ça quand même nice. Comme je dois avouer que je trouve ça cool que le bookkeeping juste sur ton héros ou tes 2-3 héros dans ton armée. Là. Ça, pour moi, ça c'est manageable. Parce que les unités gagnent des affaires, mais ils perdent de rien. Après ça, c'est pour ça que je disais tantôt l'idée à David de dire je peux donner un debuff. Ben, le debuff, je donnerais juste pour une game. Fait que j'ai pas besoin de faire de bookkeeping pour une game. J'ai juste besoin de faire t'es fatigué. T'es fatigué pour la prochaine game. That's it. Après ça, on est correct pour l'autre game d'après. Ou si t'es encore mort, ben on reroule pour une autre conséquence, mais on efface celle que tu avais avant. Fait que c'est pas comme un ajout qui continue tout le temps, que là, je suis rendu avec 8 unités. Il faut que je fasse le bookkeeping de toutes les conséquences qu'ils ont eu les unes après les autres. T'sais. Il y a moyen de pouvoir mettre une conséquence intéressante, mais de diminuer le bookkeeping quand même. Là, je pense qu'ils ont juste décidé de dire il n'y a pas de bookkeeping pour les unités. That's it. On passe à 0. Bon, si c'est le trade-off pour ne plus avoir de territoire, on va le prendre. Aucun problème avec ça. Mais je pense qu'on peut avoir vraiment beaucoup de plaisir avec le Path to Glory. Puis là, on n'a pas de livre de campagne encore. À l'époque, quand la 10e était sortie, il y avait le Crusade de Léviathan qui était sorti. Fait qu'on avait déjà un exemple de ça serait quoi une campagne de Crusade, parce qu'il y avait un livre de ça. Là, il n'y en a pas. Fait que je me demande s'ils vont en faire un. Je me demande si on va voir c'est quoi le plein potentiel de Path to Glory. Ça va-tu être dans les bateaux tombes seulement? Si c'est juste dans les bateaux tombes, ça peut être cool, mais on est encore comme dans l'espèce de carré de sable. Où est-ce qu'il faut qu'on crée notre propre contexte? Ça m'a jamais dérangé, mais j'aimerais ça voir un contenu fait. Donne-moi quelque chose de fait qui me donne l'expérience que tu veux que je vive. Fais-moi vivre quelque chose. Ce serait comme ça que je le définirais. Ouais. Fais-moi vivre quelque chose. Comme Hive Secondus me fait vivre. J'ai le livre, je sais ce que je vis en ce moment. Comme Frostgrave, la campagne de la Liche, je sais ce que je vis en ce moment. Toutes les Roundgate Wars, j'achetais mes livres, je savais ce que je vivais en ce moment. J'ai hâte de voir si on va avoir ça dans la 4.0. Mais Path to Glory est bien parti pour pouvoir nous le donner. On est à une bonne place pour que quelqu'un, un auteur de Games Workshop, puisse s'asseoir pour pouvoir le faire. Mais il faudrait que l'équipe ait envie de le faire. Ça, je sais pas. Je pense que ça va être un prochain épisode. Il faudra qu'on jase de pourquoi est-ce que Games Workshop est rendu où est-ce qu'ils sont rendus. C'est un autre sujet pour un autre jour. Mais je suis très hopeful de Path to Glory 4.0. Mon expérience jusqu'à maintenant est positive. Je l'aime. J'en ai parlé avec Phil quand il est venu samedi passé. 3.0, j'avais été très honnête sur je comprends pas c'est quoi, mais j'espère que ça va être plus. Quand ça s'est pas asséré, quand ça s'est avéré pas être plus, j'étais très vocal sur à quel point est-ce que j'étais déçu, puis dans le fond, c'était juste une job à moitié faite. Là, celle-là, je me dis, gang, vous êtes à ça de pouvoir rendre ça encore comme. Faites juste me mettre un contexte historique, faites juste me mettre une histoire, faites juste me mettre une expérience que je vais pouvoir vivre quelque chose, puis votre système de règles est bon. Le bookkeeping est minimal, les pouvoirs sont cool, la diversité entre les armées et les leaders, les héros sont bonnes. C'est juste assez de perks pour que je trouve ça le fun. C'est pas too much pour que je me perde dedans. Je peux encore bâtir mon armée comme que je veux. Je peux encore faire comme que je le veux. C'est le système narratif. Je suis pas obligé de suivre le match play. Je suis pas obligé de suivre les détachements. Je suis pas obligé de suivre aucun des autres règlements qui me tenteraient pas. C'est du narratif. Je peux faire ce que je veux. Fait qu'il manque juste qu'ils me mettent un contexte narratif avec une histoire, avec quelque chose. Il me manque juste ça. Est-ce que vous avez des dernières pensées sur Path to Glory? Est-ce qu'on a autre chose à dire? Des souhaits? Des craintes? Oh, juste à l'essayer. Ouais, ben écoute, Phil, quand on pourra trouver du temps, on pourra, tu viendras chez nous puis on pourra s'arranger quelque chose. Mm-hmm. Quand j'aurai sorti du Scaventide. Quand tu es sorti du Excellent!
Puis toi aussi, David, ce moment t'es juste comme j'aimerais ça pouvoir l'essayer. Là, je sais que là, il y a la campagne de Xavier. Fait que tu vas peut-être avoir l'occasion de pouvoir l'expérimenter avec tes Skaven dedans. Tout à fait, ouais. Mais Firestayers attendent rien que ça que tu essaies de leur voler un œuf. Ah, tu sais que, by the way, on a 2 scénarios de déjà prévus. Là. Ouh, go! Il y a 2 scénarios que je peux te proposer qui ont déjà le feeling / le narratif de Fireslayer contre Skaven. Fait qu'on a déjà comme la base de ça. Là. Fait qu'on garde ça pour un autre épisode. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tout pour nous? C'est tout. Ben, on vous a fait une petite pause de 2 semaines d'épisodes, fait que je pense qu'on était rendu à vous en donner un petit peu plus. J'ai aucune idée cet épisode-là dure combien de temps, mais on espère que vous avez aimé ça. On espère que ça vous a donné autant de plaisir à vous à écouter ou à regarder si vous êtes sur YouTube que nous, ça nous a donné de pouvoir en jaser un peu entre nous autres. C'est vraiment cool parce que là, on a pu récupérer Phil après plusieurs semaines à ne pas pouvoir être là. En son, mais pas en image. C'est vrai. À suivre. Mais là, on a comme pu récupérer un peu notre trio de pouvoir jaser puis de se lancer la balle. Fait que je trouve ça cool. Fait que j'espère que ça vous a donné autant de plaisir à vous autres aussi. Je vous invite à aller sur Spotify ou Balado Québec pour pouvoir aller coter les épisodes. Dans le fond, chaque épisode sort à peu près à chaque semaine. Sur Spotify, vous pouvez mettre un nombre d'étoiles. Sur Balado Québec, j'ai aucune idée qu'est-ce que les gens peuvent mettre parce que je suis jamais allé. Mais si vous êtes pas certain, vous pouvez juste prendre mon adresse et m'envoyer du chocolat, ça va être correct. Tu peux te faire une liste Amazon. Du monde qui font ça. Ouais, c'est ça. Je pourrais me mettre une petite liste Amazon pour que les gens m'achètent des affaires. Ah non, j'ai assez ça, les gens qui font ça. Pour vrai, on va pas partir là-dessus. On est censé finir l'épisode. T'as pas fait ça pour ton mariage? On a tous les médias sociaux aussi. Donc, si vous voulez nous suivre, on a Soirée Peinture Le Balado, qui est la page officielle. On a Soirée Point Peinture, qui est sur le Instagram. On a Soirée Peinture La Communauté, qui est le groupe où est-ce que les gens se réunissent et partagent des projets. Puis, on a aussi Soirée Peinture, comme en ce moment sur YouTube, peut-être là où vous écoutez l'épisode actuellement. Et c'est pas mal ça. Il nous reste juste une chose à dire. David? Ça sent fort. Oh. Phil? Je garde mon calme. Oh! Oh! Wow! Bon, ben cet épisode-là aurait peut-être duré 7 ans. Oh! Bonne soirée peinture! Bye bye!